Bonjour à toutes et à tous. Nous Bonjour. sommes sur la dernière conférence de notre semaine de sensibilisation à l'infertilité. Donc, une conférence avec Sandrine et Ludivine. Bonjour les filles, ça va? Bonjour. Sandrine, je te donne la parole pour que tu nous présentes le sujet de la conférence et que tu démarres cette conférence. Bonjour à tous. Merci d'être présents à cette réunion qui a pour thématique l'après-AMP sans enfant, une réalité méconnue. Donc, je m'appelle Sandrine Dumont, je suis bénévole au sein du collectif BAMP depuis plusieurs années et je suis référente sur cette thématique, sortir de l'AMP sans enfant, qui me touche personnellement. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Ludivine Guinet, qui est art thérapeute et qui est elle-même ancienne patiente de l'AMP et qui est concernée par la thématique donc, de la post-PMA sans enfant. Merci beaucoup Ludivine. Alors je dis j'accueille Ludivine, mais en fait c'est plutôt elle qui nous accueille, puisque nous sommes chez Ludivine dans son cabinet d'art-thérapie. Donc merci beaucoup Ludivine d'être avec nous aujourd'hui. De rien, de rien. Et du coup, on s'est rencontrés avec Sandrine justement par BAMP, puisqu'avant j'étais une ancienne référente après PMA sans enfant. Et du coup, c'est ainsi lors d'une rencontre qu'on a pu faire connaissance et depuis, le flambeau a pris le relais. Exactement. Et ainsi de suite. Voilà. Merci beaucoup Ludivine. Donc, la thématique de la post-PMA sans enfant est quelque chose qui est peu évoqué de manière générale, en fait, que ce soit sur la scène médiatique générale ou par le corps médical hein, qui est concerné par la PMA. Aujourd'hui, il y a à peu près un couple sur quatre qui rencontre des problèmes de fertilité. Aujourd'hui, la PMA est accessible à tous, en tout cas à toutes, j'ai envie de dire. Et pour autant, le sujet du taux de succès de ces PMA reste très peu abordé. On a l'impression, quand on regarde les médias, que les PMA finissent toujours en happy ending. Et il s'avère que ce n'est pas vrai. En tout cas, ça n'a pas On été... est le reflet de la réalité, en tout cas. Exactement, ça n'a pas été vrai pour nous deux, ça n'est pas vrai pour tout un tas de personnes. Et pour nous, la semaine de sensibilisation à la fertilité était l'occasion en fait de lever le voile sur ce sujet qui était méconnu et de faire connaître ce sujet tabou qui mérite, qui a toute sa place en fait dans le sujet de l'infertilité et qui mérite d'être évoqué. Et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec les données qu'on a à notre disposition, qui ne sont pas forcément très, vous le verrez, hein, qui ne sont pas forcément très claires et très nombreuses. Donc voilà. Je voulais juste vous dire qu'il va y avoir une session de questions-réponses à Voilà, la fin de cette réunion. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on y répondra. Donc, il y a une session qui est prévue tout à la fin, en dernière partie de cette conférence. Alors, on va attaquer donc sur la partie les chiffres qui concernent les échecs de PMA. Donc, force est de constater qu'aujourd'hui, il y a peu d'infos disponibles et qu'elles sont pas forcément contradictoires, mais qu'elles ne vont pas forcément toutes dans le même sens. Donc, je vais passer la parole à Virginie sur ce sujet des données. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui, Virginie, de ces quelques données à notre disposition? Alors, il y a déjà un aspect, c'est qu'il y a la PMA qui se fait en France. Donc là, on a des chiffres de toutes les personnes qui font des parcours dans les centres d'AMP français. Donc l'Agence de la biomédecine donne des résultats du nombre de tentatives qui a été faites par an, du nombre de naissances et avec quelles tentatives et tout ça. Mais il y a aussi toutes les personnes qui font de l'AMP à l'étranger qui, elles, ne sont pas comptabilisées. Et on sait bien que dans nos parcours d'AMP, où on n'est pas tout de suite dans une réussite, bien souvent, les gens se retrouvent à faire un parcours en France et puis un parcours à l'étranger. Et là, en fait, ils sortent un peu des radars. Et donc, on n'a pas cette évaluation fine d'un certain nombre de personnes qui sont dans des parcours en dehors de la France. Ensuite, si je peux me permettre juste d'intervenir, Virginie, alors, ce n'est pas le sujet de cette conférence, mais je pense que ça vaut le coup d'être présenté, notamment pour les gens qui nous regardent, qui ne seraient pas directement concernés par l'infertilité ou la PMA.
pourquoi les gens on parle de PMA à l'étranger, pourquoi les gens ont recours à la PMA à l'étranger? C'est parce qu'ils ne sont plus éligibles à la PMA en France certainement, ou qu'ils ont dépassé la limite d'âge pour pouvoir recevoir un don d'ovocytes en général. Alors, il y a ça, mais il y a aussi, Détailler. Sandrine, les gens qui vont à l'étranger parce que les techniques qu'ils pourraient faire en France, finalement, ils n'y ont pas accès, soit parce que le délai est trop long, soit parce qu'ils veulent, par exemple, faire du DPIA et qu'en France, c'est interdit, et donc ils vont à l'étranger pour essayer d'obtenir cet outil supplémentaire. Alors, Alors, le DPIA pour les néophytes, oui, c'est vas-y. le diagnostic préimplantatoire anaploïde, j'espère que je l'ai bien dit. Ouais. C'est un diagnostic en fait qui est fait sur les embryons, si je ne me trompe pas, et qui permet de voir si la qualité de l'embryon est suffisamment bonne pour être donc implantée et donner lieu à une grossesse. Et Oui, effectivement, ce DPIA, c'est un petit peu un des chevaux de bataille de BAMP, parce qu'avoir ce test autorisé en France permettrait d'éviter un grand nombre d'échecs de PMA, d'échecs d'implantation, et permettrait d'éviter beaucoup de traumatismes physiques et psychiques des patients et des patientes, et permettrait d'éviter aussi de perdre un temps précieux pendant les parcours PMA. Et donc là, alors on peut prendre les chiffres 2020, mais ils ne sont pas très représentatifs parce qu'il y a eu une grande période d'arrêt d'activité. Mais en 2019, il y a eu à peu près 157 000 tentatives d'ANP qui ont été réalisées en France. Et il y a eu à peu près 25 233 enfants, je crois, ou enfin 25 000 enfants nés grâce à une tentative d'ANP en France en 2020. Donc en 2019, pardon. 2020, c'est un peu moins. Je crois que c'est 127 000 tentatives. Oui, c'est ça. J'ai Et 123 000 tentatives d'AMP, toutes techniques confondues en France en 2020. voilà. Donc, et des naissances, c'est 19 000 naissances, je crois, c'est ça? Voilà. Donc, ce qui montre qu'il y a Il beaucoup fait de tentatives qui sont faites. 15% de taux de succès, en fait. Ça veut dire, voilà, il y a sur 100 tentatives d'AMP en 2020, il y a eu 15 naissances. Pardon, 15 accouchements, excusez-moi. 15 accouchements, c'est pas pareil que 15 naissances. Ouais. Ce qui fait que la technique ne répond pas à toutes les situations. Les inséminations, par exemple, on a mis les chiffres là pendant toute la semaine, mais les inséminations, ça permet 10,3% des naissances, donc ce qui n'est pas beaucoup. Et les FIV intraconjugales, je crois que c'est 19% des naissances. Le meilleur taux de naissance avec les techniques d'ANP en 2020, c'est l'accueil d'embryons et c'est 23%. 23% de Alors, est-ce que naissance. tu peux juste nous rappeler ce qu'est l'accueil d'embryons, s'il te plaît, Virginie, pour les néophytes qui nous regarderaient? Est-ce que ça veut dire que ce sont des embryons avec les gamètes des parents ou pas forcément? Non, l'accueil d'embryons, c'est des personnes qui ont fait un parcours d'AMP et qui ont terminé leur projet parental et qui ont des embryons surnuméraires dont ils ne veulent pas détruire, qu'ils ne veulent pas donner à la science, mais qu'ils veulent bien donner à un autre couple qui, lui, a besoin d'un accueil d'embryons. C'est-à-dire que les deux personnes du couple sont stériles et on ne peut pas utiliser ni les spermatozoïdes de monsieur, ni les ovocytes de madame, donc on peut faire un accueil d'embryons. C'est quelque chose qui est autorisé par la loi depuis toujours, mais qui est très peu fait en France, en tout cas. Mais c'est là où il y a le meilleur taux de réussite. Voilà, donc là, pour les chiffres, on dit aussi que 4 FIV sur 5 se terminent par un échec. Donc là, ça vous montre que le taux de réussite, il est quand même pas élevé. Alors, évidemment, ça marche. Il y a des gens pour qui ça marche du premier coup. Et ça, c'est super. Et il faut aussi en parler, évidemment. Mais il y a beaucoup de gens qui vont accumuler les tentatives parce que la première FIV peut donner 5 embryons. On va avoir 5 transferts. Donc, 5 moments d'espoir et de désespoir. Et on va refaire. En France, on a le droit de faire 4 tentatives de FIV. Et ce qui est ce qui peut vite être très, très épuisant. Donc, on dit aussi qu'il y a des couples qui arrêtent au premier échec.
Mais tout ça, c'est des chiffres sur les gens qui arrêtent ou qui vont à l'étranger et puis finalement qui arrêtent, qu'on a du mal à évaluer. Et ça, c'est un peu compliqué. On sait que qu'il y a des personnes en difficulté, mais on a du mal à évaluer. Je ne sais pas si tu voulais que je précise encore d'autres chiffres, mais on va Alors, pas j'avais en assommer tout le mémoire. monde avec nos chiffres. Alors, mais c'est très important parce que justement, ça montre en fait que les données brutes, un peu froides qu'on vient de donner, derrière, ce sont des hommes et des femmes avec des espoirs de fonder une famille, des rêves d'enfants. Et on se rend compte que, voilà, en 2020, 15% de succès des FIV. Voilà, je pense qu'on a beaucoup de personnes qui nous regardent aujourd'hui qui sont assez étonnées par ce chiffre parce que ça reste très peu, factuellement, 15%. Alors, certainement que médicalement, les médecins diront que c'est pas mal, mais je ne suis pas sûre que dans la tête des patients qui entrent en parcours de PMA, ce soit clair pour eux qu'il y ait 15% de taux de succès. Et alors, tu me disais, Virginie, quand on préparait cette réunion, que le taux de grossesse alors naturelle, c'est-à-dire hors FIV, il est de 25% à chaque cycle. Donc, la possibilité de tomber enceinte quand tu n'as pas d'infertilité, c'est 25% à chaque cycle, sauf que quand tu n'es pas infertile, tu peux réessayer tant que tu veux pour tous tes cycles. La problématique des personnes infertiles, c'est qu'elles ne peuvent pas essayer. Enfin, on peut faire l'amour, hein, ça, il n'y a pas de problème, mais on sait très bien que la relation sexuelle risque de ne pas aboutir à une grossesse. Et ça, c'est difficile. Et ce taux de 25% de réussite, de chance d'avoir une grossesse, il est aussi à corréler avec l'âge. C'est-à-dire que quand tu as moins de 35 ans, on va dire, mais ça c'est de façon globale, tu augmentes aussi tes chances à chaque cycle de pouvoir tomber enceinte. Mais voilà, on sait bien qu'on fait des enfants de plus en plus tard, et donc cette donnée-là de l'âge, c'est aussi quelque chose qu'on a, alors que les médecins communiquent beaucoup là-dessus, mais je trouve que dans le grand public, donc avant d'être un patient en AMP, on est grand public, hein, c'est quand on est confronté à l'échec qu'on se retrouve en AMP, c'est aussi une donnée soit qu'on ne veut pas entendre, comme les taux de réussite, si tu veux, on rentre en AMP en se disant ça va marcher, parce que c'est une médecine de pointe, et donc c'est évident qu'elle va apporter une réponse à notre souci. Et puis les médecins, eux, ils sont dans un élan positif aussi, parce qu'ils soignent les gens, donc ils veulent que ça marche. Donc il y a tout un discours comme ça, très positif, ou une posture positive du patient, se dire je rentre en AMP, ça va marcher. Et finalement, on élude le fait que, comme tu l'as dit, les taux de réussite par cycle, ils ne sont pas élevés, les taux de tentative de FIV, ils ne sont pas élevés, et qu'on élude le fait qu'on peut sortir de l'AMP sans enfant. Donc, c'est pour ça qu'au sein de l'association, on a toujours porté ce sujet-là. En même temps, on sait bien que c'est difficile parce c'est comme si on envoyait un message un peu négatif, mais pour nous, c'est un message positif parce que c'est un message qui t'informe. Et on a toujours pensé que l'information, c'était important. Et après, c'est pas parce qu'on en parle que ça va nous arriver. C'est-à-dire, tu vois, c'est comme dans Voldemort, là, il faut pas. Il faut celui pas. dont on ne doit pas dire le nom, Voilà, il faut pas le dire, sinon il va la arriver. transparence, c'est pas une malédiction en fait. Voilà, et ça, je pense que c'est hyper important de le dire parce que sinon, on passe à côté de certaines informations et on peut donc se dire très vite, et on se le dit déjà assez souvent, c'est de ma faute, je ne l'ai pas assez désiré, j'y ai trop pensé, j'ai trop bu de Morito, ou j'en sais rien. Enfin, tu vois, on peut vite se retrouver à se dire c'est à cause de moi. En fait, c'est pas à cause de toi, c'est un contexte. Mais alors, c'était justement le sujet qui vient immédiatement après, c'est comment sont vécus ces échecs par les patients pendant le parcours PMA. Est-ce que les patients sont préparés? Est-ce qu'ils sont juste au courant que ça peut ne pas fonctionner? Donc, ça peut tomber sous le sens quand on l'évoque comme ça, quand on le dit. Mais donc, des groupes de parole pour les patients qui sortent de PMA sans enfants, je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas préparées à ces échecs parce que le corps médical ne leur a pas dit que c'était possible que ça ne fonctionne pas, ou parce qu'ils ne l'ont pas entendu,
parce qu'ils ne voulaient pas l'entendre ou n'ont pas pu l'entendre, vu l'état émotionnel dans lequel ils étaient, ce qui se comprend complètement. Mais l'impression que ça donne, c'est qu'en fait, il y a quand même une certaine ignorance du sujet, ou je veux dire un certain flou du sujet, où les gens tombent vraiment de leur chaise quand ça ne fonctionne pas, et ce, notamment de manière répétée. Quand c'est la première FIV, on se dit, bon, c'est un coup de pas de bol. La deuxième FIV, on se dit, ah là là, toujours pas. Et ensuite, on commence à vraiment s'inquiéter, et ça crée une détresse émotionnelle qui est très, très forte. Donc, Ludivine, est-ce que c'est ce que tu as remarqué aussi tu avais créé un blog Oui, alors du coup, par rapport à ça, justement par rapport au collectif BAMP, en tant que bénévole, j'avais proposé en plus des rencontres qui sont proposées, un espace de soutien aussi en ligne pour essayer de voir des témoignages et qu'on ait d'autres visibilités. Parce qu'effectivement, pour ma part, moi, ça s'est arrêté en 2015 et on n'avait effectivement aucune notion de l'après-PMA sans enfant. On ne savait pas du tout, même une visibilité. C'est-à-dire qu'effectivement, on voyait personne qui osait en parler aussi publiquement. Enfin, il y avait très peu de témoignages là-dessus. Donc, c'est certain que du coup, j'avais créé cet espace de soutien pour que ce soit l'occasion de pouvoir échanger, témoigner. Et beaucoup de personnes, effectivement, ont pu témoigner, expliquer aussi leur vécu. Et par rapport à ça, il est certain que même les médias là-dessus aussi montrent plutôt la part la PMA quand ça marche plutôt que quand ça ne marche pas. Donc, c'est aussi un état de fait qui est assez particulier. J'avais rencontré une personne du Figaro qui m'avait expliqué que finalement, on était plus en majorité à quitter la PMA sans enfant. Et que finalement, ce n'était pas nous la minorité. Mais on est... Effectivement, alors qu'on entend toujours, je pense que alors beaucoup de personnes concernées par ce sujet qui nous regardent aujourd'hui, je pense qu'on a tous et toutes entendu quelqu'un de notre entourage, bienveillant certainement, qui pouvait dire « Ah, mais moi je connais telle personne, elle a eu un enfant alors qu'elle avait tout abandonné » ou elle a lancé une procédure d'adoption et elle est tombée enceinte, ou la belle-sœur de ma coiffeuse a eu un bébé à 52 ans, tu vois, c'est possible pour toi aussi. On a tout en tête des exemples. Ces exemples de bébés miracles que du coup on estime être une réalité certaine et on a encore plus l'impression, nous, d'être le vilain petit canard pour qui ça ne fonctionne pas, alors qu'en réalité, le bébé miracle est l'exception, même si on en entend beaucoup plus parler. Et les gens pour qui ça ne fonctionne définitivement pas sont la majorité, la face cachée par rapport au bébé miracle. Et alors, Virginie, donc, je me tourne vers toi. Comment sont vécus ces échecs dans les centres de PMA, en fait, par le corps médical et les patients? Quel est l'accompagnement, en fait, qui se passe pendant tout le protocole en cas d'échec? Est-ce que les médecins ajustent le protocole? Est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique, alors, du corps médical et paramédical pour les patients? Est-ce que tu sais comment ça se passe? Alors déjà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a autant de pratiques que de centres et de professionnels. Mais ce qui est important de dire, c'est que ils sont dans l'obligation légale, les médecins, quand les gens rentrent en AMP, d'annoncer les taux de réussite. Ils sont dans l'obligation de parler des parcours alternatifs qui peuvent être le don ou l'adoption. Et que cette question de l'après-PMA, quand il n'y a pas d'enfant, je dois dire que c'est un sujet qu'on porte depuis 2013, comme l'a dit Ludivine, et qu'on essaye de faire rentrer auprès des médecins aussi. Parce que eux, les médecins, ils sont formés pour soigner les gens, être dans le positif, trouver une solution. Donc eux aussi, ils sont dans une dynamique positive. Et je pense ils sont dans l'obligation d'en parler. Sauf qu'on sait bien que quand on rentre en AMP, et quand on est dans les premiers rendez-vous, et c'est à ce moment-là qu'ils en parlent, les premiers rendez-vous, ils doivent te remettre la brochure de l'ABM qui explique tout ça, qui explique alors, l'ABM, excuse-moi Virginie, l'ABM, c'est l'agence de biomédecine. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est l'éditeur en fait du petit livret que vous devez tous recevoir normalement en début de PMA, un livret qui est assez épais, assez complet, qu'on a tous lu et relu personnellement un certain nombre de fois. Et effectivement, moi, je me rappelle qu'à l'époque, donc c'était il y a presque 10 ans maintenant, c'était assez sibyllin le message sur les échecs de PMA. Ça devait être une ligne sur un livret je ne sais pas moi, peut-être de 30 ou 40 pages. Donc, c'était effectivement assez limité comme information. Oui, parce que je pense qu'il faut qu'il y ait des propositions qui soient faites.
Et justement, de tout ce que Ludivine a proposé et ce que toi tu proposes maintenant, les groupes de parole, il faut que cette information-là, elle passe auprès des équipes d'ANP en disant, bah, il y a des associations, notamment il y a notre association qui propose ça. Et donc, on commence à recevoir des gens qui viennent vers nous en disant, bah, mon médecin m'a parlé de vous, de l'association. Voilà, donc j'ai besoin de pouvoir rentrer en contact avec d'autres personnes. Mais c'est... Alors ça, j'ai envie de ça dire... prend du temps, tu vois, Sandrine, ça prend du temps que les mentalités changent et que les pratiques changent. Mais je pensais aussi à autre chose. En même temps, ce qui est compliqué pour les médecins, c'est qu'on peut aussi leur envoyer quelque part leur propre échec, que nous, on n'y arrive pas. C'est aussi compliqué aussi dans ce sens-là. Je pense que pour les médecins, effectivement, leur objectif, c'est quand même que ça fonctionne. Et donc, on leur envoie. Alors, je ne sais pas, j'avais entendu, alors je ne sais pas si tel était le cas, qu'il y a certains centres aussi qui refusaient trop d'échecs aussi. Donc, il fallait faire attention à ça, et que les médecins, du coup, gardaient que les meilleurs, on va dire, couples fertiles, si je puis dire. Mais je ne sais pas si c'est le cas avéré. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu dans les discussions, les échanges qu'on a pu. Une sélection dans certains centres. Il y a certains centres qui sélectionnent les bons dossiers, entre guillemets. C'est-à-dire, voilà, les bons dossiers. Il y a aussi certains centres qui, à partir d'un certain âge, ne prennent plus les patientes. Parce qu'ils même si on est même les patients qui sont dans la limite légale des 43 ans, même les patients plus jeunes sont mis de côté sciemment. Oui, il y a des centres où ils te disent à 40 ans, non, on ne vous prend pas. Parce qu'on sait bien, parce qu'ils savent statistiquement, je n'arrive jamais à le dire ce mot-là, statistiquement, que les taux de réussite à partir d'un certain âge sont plus faibles et donc ils ne prennent pas. Après, il y a d'autres centres en France où ils prennent tous les dossiers qui se présentent et ils essayent de trouver une solution et ils essayent d'avancer avec le patient là où il en est. Mais la question de l'âge, c'est vraiment problématique parce que, ah oui, je voulais dire ça aussi, les médecins constatent, ils reçoivent des patients dans leur cabinet. D'ailleurs, il y a une vidéo là, de Nathalie Massin qui explique bien ça sur l'horloge biologique et les représentations que le grand public a et des femmes qui arrivent à 42 ans en disant bah oui, c'est bon, je viens vous voir pour faire une FIV pour avoir un bébé. Et quand on leur annonce que le taux de réussite en FIV à 42 ans est de 0,4%, elles ne comprennent pas. Parce que non, mais dans les médias, machine, bidule, là, elle a 45 ans, elle a accouché là, il n'y a pas longtemps et tout ça. Ben oui, elle a accouché, soit parce qu'elle avait préservé ses ovocytes, soit parce qu'elle a eu recours à un don de gamètes. Et donc, il y a une vraie difficulté de l'information sur ce sujet-là. Effectivement. Et que nous, les patients, on n'a pas envie d'entendre. Effectivement, il y a non, mais je rebondissais sur ce que tu dis. Effectivement, je pense que la fertilité, soit on est dedans, soit on n'y est pas. Et quand on n'y est pas, on n'a pas accès en fait aux informations et on ne voit que ce qu'on veut bien nous montrer. Et ce qu'on nous montre aujourd'hui, c'est sur la scène médiatique globalement, les événements positifs, à savoir que je ne sais pas, une telle star de cinéma a eu un enfant à 45 ans, sauf qu'on ne sait pas, comme tu dis Virginie, comment elle l'a eu. Est-ce qu'elle a fait de la préservation d'ovocytes quand elle était plus jeune pour maximiser ses chances de grossesse? Est-ce qu'elle est passée par un don d'ovocytes à l'étranger? Alors, juste rappelons-le pour les gens qui nous regardent, quand on pense aux stars américaines qui ont des enfants très tard, la situation aux États-Unis concernant les centres PMA et les traitements d'infertilité et les dons d'ovocytes n'est absolument pas la même qu'en France. Donc, j'ai envie de dire là-bas, tant qu'on a de l'argent, tout est possible et très rapidement. Et puis la GPA est autorisée aussi. Voilà, donc on n'est vraiment pas dans le même... il ne faut pas comparer, on n'est pas dans la même situation. Donc, si votre belle-mère vous dit « Ah, mais machine de telle série américaine a eu un enfant à 52 ans », voilà, vous pouvez nous envoyer votre belle-maman, on lui expliquera en quoi ça n'a rien à voir, avec beaucoup de bienveillance évidemment. Donc, voilà, donc les gens ne comprennent, enfin ne voient que ce qu'on veut bien leur montrer, et effectivement cette réalité en fait que oui, de manière générale, encore une fois, hein, en général, la fertilité diminue, féminine et masculine d'ailleurs, diminue avec l'âge, et que en plus tout cela reste très très personnel en fait, puisque voilà, l'état de mes ovocytes n'est pas le même que le tien, que celui de la voisine ou des différentes personnes, donc
C'est en ça que l'information, la transparence de l'information, c'est ce pourquoi on milite vraiment chez BAMP, est vraiment primordiale pour savoir où on en est, nous, nous personnellement, en termes de fertilité, et qu'est-ce que ça va donner quand on essaye d'avoir des enfants. Et c'est vrai que, alors si je peux donner une anecdote personnelle, moi, il y a presque 10 ans maintenant, moi, je voulais savoir. Je fais partie des gens qui voulaient savoir. Donc, je demandais au médecin quelles sont les chances que la FIV fonctionne. Et les réponses que j'avais m'étonnaient beaucoup parce qu'on me disait, non, mais tu n'as pas besoin de savoir ça, il faut me faire confiance. Laisse-moi faire mon travail. Et je trouvais que c'était assez étrange d'avoir ce type de réponse, puisqu'on parlait quand même de mon corps, de mes cellules, et de ne pas être partie prenante du processus, alors que tout se passait un peu en moi. C'était assez, d'être maintenue à distance comme ça, c'était assez insatisfaisant. Et le fait de ne pas être préparé aux échecs fait qu'on les vit d'autant plus mal, ces échecs. Parce que vraiment, quand on entre dans un centre de PMA, toutes les personnes à cette conférence qui l'ont fait le savent bien, il y a des photos de bébés partout. Voilà, on a vraiment l'impression que ça va marcher. Il y a comme une espèce de conditionnement psychologique dans le centre, avec le conditionnement psychologique sociétal français, qui fait qu'on est persuadé que ça va marcher, puisque comme tu disais Virginie, c'est une fibre, c'est la science, c'est médical. Et c'est pareil pour le don d'ovocytes c'est également. Précis. C'est pareil pour les dons aussi à l'étranger. Parce que c'est vrai que moi, pour ma part, c'était plus passé par le don d'ovocytes. Effectivement, je n'ai pas pensé imaginer une seule seconde que ça n'allait pas marcher. Surtout à l'époque, c'était quand même le grand boom. Voilà, je n'ai pas pu imaginer une seconde que ça puisse pas marcher. Même si tu te prépares, en fait, c'est les échecs qui préparent. Tu les cumules, tu les cumules, tu les cumules. Et c'est à ce moment-là que tu vas te dire, bon, est-ce que je vais jusqu'au bout? Il y a aussi la question de la limite, ça, on y viendra après, je pense. Voilà. Et l'accompagnement, en fait, c'est le fait de ne pas avoir d'informations du tout sur ce taux d'échec. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, ce qui remonte, toi, de ce que tu as vu sur des témoignages de patients sur ton blog et ensemble, ce qu'on a fait, les rencontres entre patients au collectivement, ce qui remonte, c'est que les gens n'étaient absolument pas préparés à ces échecs et se retrouvent confrontés à ces échecs de manière très violente, sans accompagnement, ces échecs qui parfois s'étalent sur plusieurs années, et c'est extrêmement violent à vivre, et du coup, quand les gens se retrouvent en fin de parcours PMA, c'est-à-dire que soit ils ont épuisé les 4 FIV, et du coup, game over, où ils sortent en fait du protocole français, soit par choix, parce qu'ils ont fait une FIV ou deux, et voilà, ça ne fonctionne pas, et ils décident de s'arrêter parce qu'ils ne voient pas Voilà, c'est trop difficile de continuer. Mais on se retrouve seul face à nous-mêmes, en fait. Oui, tout à fait. Puis c'est vrai que les médecins, surtout le problème, c'est quand on a ces échecs, on n'est pas accompagné, on n'a pas forcément le corps médical qui vous explique ce qui se passe. On n'a pas toujours les raisons de pourquoi ça ne marche pas. Et ça, c'est extrêmement culpabilisant parce qu'on se dit pourquoi ça marche chez les autres et pas pour nous. Et beaucoup de personnes le témoignent aussi en disant mais pourquoi ça m'arrive à moi? En fait, comme si on était des cas uniques, alors qu'en fait, on est beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense dans ce cas de figure à souffrir de cette situation. Exactement. Et alors, Virginie, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe à partir du moment où justement soit on est arrivé au bout des FIV, soit, et ça n'a pas fonctionné, soit on choisit de s'arrêter en cours de route. Qu'est-ce qui se passe en fait pour ces gens-là qui n'ont pas d'enfants au niveau du centre PMA? Est-ce qu'il y a un accompagnement? Ben non, c'est comme, parce que si tu veux, les centres d'AMP, ils sont sur la prise en charge en AMP. Et si on prend l'exemple à l'opposé, quand une grossesse arrive en parcours d'AMP, le centre d'AMP te dit, voilà, merci, au revoir, maintenant vous allez gynéco, maternité, avec nous c'est fini. Oui, on repasse en fait dans le parcours classique de grossesse voilà, avec les autres femmes enceintes naturellement. Voilà, mais là, il y a quelque chose de prévu. Là, quand l'AMP échoue, déjà, il peut y avoir des annonces très brutales, comme tu l'as énoncé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est sur la dynamique, ça ne marche pas, on refait une tentative, ça ne marche pas, on refait une tentative, et à un moment, administrativement, déjà, la Sécu dit stop, donc le médecin dit stop, et les gens passent en une seconde
de l'espoir, des tentatives de plusieurs années ou plusieurs mois de protocole à plus rien, merci, rentrez chez vous. Ouais. Et comme la société n'est pas non plus, il n'y a pas de proposition, les gens, tu peux avoir le sentiment, et je sais que ça, je l'ai déjà entendu dans tes témoignages, de tomber dans un grand trou noir. Enfin, tu vois, comme Christophe Colomb qui cherche l'Amérique et puis qui se dit, de l'autre côté, le bateau va tomber dans un grand trou. C'est exactement ça, on est dans un monde parallèle. C'est vraiment un monde parallèle. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ça s'arrête et tu ne sais pas où tu es. C'est comme si tu étais aussi un zombie, tu ne sais même plus. C'est très particulier, les vécus se retrouvent beaucoup, des témoignages. En tout cas, c'est vraiment de se sentir démuni par rapport à ça, en détresse. Parce que du coup, quand on a passé toutes ces années à se consacrer à ce désir d'enfant, qu'est-ce qu'on fait après, en fait? C'est la question qu'il faut se poser. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et il faut aussi passer par des étapes particulières qui sont celles du deuil pour avancer. Ce qu'on comprend, en fait, c'est que non seulement on se retrouve nous-mêmes avec le patient se retrouve avec ce désir d'enfant, en fait, qui n'aboutit pas, qui n'arrive pas à être parent, donc il doit gérer cette douleur, ces échecs qui, rappelons-le, en fait, ne sont pas que psychologiques, mais sont aussi physiques, parce que ça abîme vraiment, c'est épuisant, les traitements, les traitements hormonaux et toute la logistique qu'il y a liée au parcours médicaux, quand il faut se lever très tôt le matin pour aller faire les examens, aller travailler ensuite, rentrer le soir chez soi vite pour se faire la piqûre de stimulation ovarienne à heure fixe. Donc, non seulement les gens doivent faire face à cet échec, mais en plus, ils se retrouvent vraiment dans une espèce de triangle des Bermudes, on va dire, médical et social, où le corps médical donc, qui les accompagnait jusqu'à présent sur le suivi PMA ne les accompagne plus. Et sociétalement, en fait, voilà, ils font partie de cette pseudo-minorité, je dis pseudo parce que je ne crois pas du tout en ce terme, visible, cette exception des gens qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Donc, en fait, c'est un double isolement, ce que vous nous dites, pour cette population. Et d'autant plus parce que je sais que moi, lorsque ça s'est arrêté, je me suis dit, je vais consulter. Déjà, j'avais déjà un suivi thérapeutique, puisque comme j'ai une formation de thérapeute, j'avais déjà un suivi personnel pour moi. Et j'ai demandé au centre de PMA qu'est-ce qui était prévu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui était prévu? Non, il n'y a rien qui était prévu. Donc, j'ai dû consulter la psy du centre à cette époque-là, qui était très intéressante et bienveillante sur ce sujet. Et elle me disait, mais écoutez, on ne voit pas les gens après la PMA sans enfants, on ne les voit pas. Et comme l'a décrit tout très bien Virginie, c'est comme un trou noir. Effectivement, même dans les blogs, on voyait les gens pour qui ça s'arrêtait, et puis d'un seul coup, on ne sait plus ce qui vient. Plus rien. Comme s'il n'y avait plus de vie après. Et du coup, la psy lui a dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Et donc, je lui ai expliqué, moi, un petit peu la démarche avec BAMP, ce que je faisais aussi en art-thérapie de mon côté. Elle me dit, mais vous êtes les pionnières, il n'y a rien qui est vraiment visible et tangible. Donc, c'est intéressant aussi de voir il faut changer les mentalités aussi, mais on n'est pas une société qui est prête à entendre l'échec de façon générale, de toute façon. On ne parle que de réussite et pas d'échec. Oui, tout à fait. Oui. Et puis, tu vois, par exemple, des groupes sur l'accompagnement du deuil périnatal, il y en a plein. Mais sur l'accompagnement du deuil de cet enfant à la parentalité, oui. Qui n'est jamais venu, il n'y en a pas. Enfin, si, il y en a avec ce qu'on fait nous, mais c'est une petite goutte d'eau, tu vois, dans l'océan de la nécessité. On espère que ça va se développer de plus en plus. En tout cas, il faut libérer la parole. C'est pour ça que c'est important qu'on témoigne aussi à visage ouvert. Nous, on le fait aussi dans ce sens-là. Pour qu'on voit aussi la réalité de ce que c'est l'après-PMA, parce qu'on a eu aussi, à un moment donné, quand on faisait les premières réunions, des personnes qui se demandaient à quoi on ressemble après l'après-PMA. Voilà. Vous voyez à quoi nous ressemblons. Nous avons fait de la PMA pendant de nombreuses années. Voilà, nous n'avons pas d'enfants et on a reconstruit. Voilà, on a dû faire notre deuil. Faire un chemin de vie différent que ce qui était prévu. Après, il n'est pas forcément plus malheureux. En tout cas, il est différent. Jamais j'aurais pensé pouvoir vivre sans enfant, et pourtant c'est le cas. Et pourtant, la vie est quand même bien faite. On est quand même heureux. On a cette chance-là quand même de pouvoir être heureux malgré ça. Ça demande un processus plus ou moins long en fonction des gens. Voilà, un travail sur soi, d'accompagnement et d'acceptation aussi. Et justement, l'accompagnement est vraiment primordial sur le sujet. Moi, c'est ce que je dis à toutes les personnes que je rencontre dans les rencontres entre patients BAMP. C'est vous vivez quelque chose d'extrêmement difficile, de très douloureux.
Très souvent, on n'a personne autour de soi qui vit la même chose. Donc, c'est très difficile de se raccrocher à une expérience connue, que ce soit d'un proche ou de quelqu'un de médiatiquement connu qu'on ne connaît. Enfin, voilà, juste un exemple sociétal, en fait, dans le même cas que nous, on n'en a pas. Moi, je dis que c'est très important de ne pas rester seul, en fait, parce que certes, un professionnel qui vous accompagne, alors voilà, celui que vous voudrez, on n'est pas là pour prêcher une paroisse plutôt qu'une autre, mais tout ce qui peut vous faire du bien. Et en fait, ça ne changera pas la situation. C'est-à-dire qu'un professionnel ne vous donnera pas l'enfant que vous attendiez, mais il vous changera la manière dont vous vivez cette non-parentalité. Et si je peux citer mon exemple personnel, il y a 10 ans, je n'aurais jamais cru que je serais ici aujourd'hui à faire une visioconférence vue par la terre entière, voire le monde entier, soyons modestes, pour parler voilà, à visage ouvert de tout ça. C'est vraiment important en fait. La vie, c'est jamais ce qu'on prévoit. Comme dit Forrest Gump, c'est une boîte de chocolat avec plein de goûts différents. On ne sait pas ce que c'est tant qu'on n'a pas goûté. Ben voilà, il y a plein de belles choses à vivre. Tout ne se passe pas toujours comme prévu, mais ça n'empêche qu'il y a toute une partie voilà, d'inconnu à explorer. Et vraiment, ne restez pas seul face à cette souffrance et cette douleur. C'est vraiment très, très important, l'accompagnement qui, malheureusement, n'existe pas de manière, on va dire... oui, institué par les institutionnalisé par les centres aujourd'hui. Les patients sont obligés du coup de se trouver eux-mêmes dans la médecine de ville, comme on dit, ou les professions paramédicales, un accompagnement. Voilà. Mais par contre, c'est important de voir aussi des personnes au niveau éthique. En tant qu'art thérapeute, je peux en parler parce qu'effectivement, je suis une charte, ça fait 20 ans que je suis art thérapeute et on a quand même des règles à respecter, des protocoles stricts. Donc, il faut faire attention parce que malgré tout, sur ce circuit, malheureusement, ce parcours d'infertilité, il y a quand même aussi beaucoup de dérives. J'entendais même en 2014, beaucoup de coachs qui expliquaient que, voilà, qu'ils allaient vous proposer un bébé, comme s'il y avait une recette miracle alors qu'on est tous différents. Il n'y a pas de recette miracle pour chaque personne. Mais par contre, c'est important de trouver une personne de confiance avec laquelle vous vous sentez en confiance pour faire un travail et pour ce travail d'acceptation aussi de cette peut-être réalité qui était différente de ce qui était prévu au départ. Et donc, vraiment trouver des gens qui ont cette charte et cette éthique importante. Tout à fait, qui ont une réputation établie. Il y a cet aspect-là de la thérapie, mais je pense qu'il y a la question du lien. Et on a un petit peu abordé ça dans la question, comment cette question est traitée par la société. Et je pense que ça, c'est important. Enfin, c'est pour ça qu'on essaye de communiquer sur ce sujet-là, de faire des propositions comme vous faites, les groupes de parole comme Sandrine propose sur ce sujet-là. Parce qu'il faut recréer du lien entre les individus. Tu vois, c'est ça je pense que c'est ça qui peut nous aider et nous sauver de ce désir enfin, tu vois, désirer avoir un enfant, des fois, t'as ça depuis que t'as 15 ans ou depuis que t'as 20 ans. Et puis, donc, c'est un désir qui peut prendre beaucoup de place. Et comment réussir à se détacher de ce désir-là, ça, à mon avis, il y a besoin de différentes approches. Voilà, de la thérapie, de la relation avec des gens qui sont déjà passés par là et qui peuvent te faire des retours d'expérience, de la bienveillance et une approche sociétale qui considère un peu plus ce sujet-là. Je pense que ça, c'est vraiment important. Et c'est vrai que la notion de créer du lien, on s'en rend compte avec les différentes initiatives qu'on mène, notamment dans les groupes de parole. C'est un soulagement réel que de voir que d'autres personnes vivent la même chose, la même sensation d'isolement, le sentiment de culpabilité, le qu'est-ce que j'ai fait qu'il fallait pas, pourquoi ça tombe sur moi, ce que tu disais tout à l'heure, pourquoi moi alors que ça marche pour tout le monde, qu'est-ce que je vais faire maintenant, de voir qu'en fait des milliers, alors on n'est pas des milliers encore aux rencontres banques, mais puisqu'on les garde en petits groupes volontairement pour favoriser la qualité des échanges, mais voilà, de voir qu'on est tous, qu'on vit tous les mêmes choses, ben, ça fait qu'on se sent moins seul en fait. Ça fait qu'il y a une petite lumière qui s'allume quelque part et qu'on se dit, ah, on n'est pas complètement seul, il y en a d'autres qui vivent la même chose. Et même si ça ne change rien à notre situation factuellement,
à savoir qu'on n'aura pas d'enfants, ça aide à progresser. En tout cas, moi, je sais que ça m'a vraiment aidé à progresser, en tout cas à évoluer dans ma douleur. Toi aussi, Oui, tout à fait. Ludivine. Oui, tout à fait. Et toutes les personnes qu'on a via le blog ou via les rencontres BAMP sont unanimes hein, sur le sujet. C'est vraiment voilà, un premier pas vers le mieux. Et ce qu'on voit aujourd'hui, voilà, c'est que ce sont des initiatives uniquement associatives et pas du tout institutionnalisées, malheureusement. Mais oui. Mais je sais qu'il y a beaucoup de changements qui arrivent grâce à la mobilisation des citoyens. Donc, en tous les cas, voilà, chez BAMP, on a toujours défendu ce point de vue-là. Des fois, on nous l'a reproché en disant oui, mais c'est négatif et tout ça. Bah, oui, c'est négatif. Mais être infertile, c'est négatif. La PMA, c'est négatif parce que ça ne marche pas du premier coup, c'est douloureux et tout ça. Et que, comme tu l'as évoqué, Sandrine, ce qui est important, c'est d'être informé, pour pouvoir faire des choix. Et on sait très bien que quand on est en parcours d'AMP, on est complètement envahi par nos émotions et que nos émotions ben voilà, sont vraiment très imposantes et que dans ce moment-là, on n'arrive plus à réfléchir de façon un peu rationnelle. Et donc, il y a besoin de gens qui sont extérieurs, donc comme l'association ou comme vous sur ce sujet-là, pour envoyer quand même des informations. Mais je vois bien que quand on communique, par exemple, sur les chiffres taux de réussite en FIV en fonction de l'âge, on a souvent des retours. Alors, c'est quelques retours, hein, c'est pas tout le monde, mais qui nous disent ce que vous écrivez, c'est pas vrai. Ou alors, je veux pas le savoir. Ok, mais en tous les cas, on peut pas faire semblant, on peut pas juste dire que la PMA c'est magique et que ça a réussi à tous les coups et que tout le monde sort du parcours avec un bébé parce que pour nous ça ne serait pas être honnête sur la réalité du parcours, mais bon. Et même au-delà de ça, je pense à quelque chose aussi, même il y a même des couples qui se séparent même avec l'enfant, donc c'est pas toujours la solution miracle non plus d'avoir un enfant, enfin, entre guillemets, j'allais dire, c'est bien loin. Enfin, en tout cas, la PMA, on sort pas indemne d'un parcours PMA, qu'on ait un enfant ou pas. De toute façon, on ne sort pas indemne complètement, on est transformé quand même. Donc, quelque part, ça change quand même la donne de qui on était avant la PMA et après la PMA. Et je pense vraiment que là, ce qui est fait, ce que vous faites, les témoignages, là, j'ai repartagé l'article du Monde qui avait été publié le 17 octobre. 2 pages pleines dans le Monde, plus la photo, ça fait 3 pages pleines sur l'après-PMA, quand il n'y a pas d'enfants et tout ça. Et pour nous, c'est des initiatives importantes qui donnent de la visibilité socialement à ce sujet-là. Et merci beaucoup. J'en profite pour remercier chaleureusement la journaliste du Monde, Anaïs Coignac, d'avoir écrit ce très bel article qui enfin contribue à médiatiser en fait ce sujet méconnu et cette réalité que tout le monde devrait savoir. En fait, c'est pas être négatif, c'est juste la vraie vie. Et ça ne va pas empêcher tous les gens qui peuvent avoir des enfants grâce à la PMA ou autrement. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, on n'est pas dans Harry Potter, quoi. On peut en parler. Ça ne va pas on va pas être maudit sur plusieurs générations par rapport à ça. Alors, mesdames, donc je vous propose de passer aux questions-réponses. Je vois qu'on a pas mal de questions-réponses dans le chat. Alors, est-ce que vous voulez que je les lise ou Oui, si tu veux, alors, pourquoi pas, si tu y arrives. Donc, la première, oui, on est refusé. La limite d'âge, c'est quelque chose. Enfin, l'âge est est le premier critère de la fertilité. Alors, de façon plus forte chez les femmes, chez les hommes aussi. Et un truc que je voulais dire au début, c'est qu'on est souvent focus sur les femmes et leur désir d'enfant, les femmes et leur parcours d'AMP, les femmes et l'après-AMP sans enfant. Mais il ne faut pas oublier que les hommes ont aussi des désirs d'enfant, les hommes ont aussi des parcours d'AMP qui vivent avec leur conjointe, et les hommes sont aussi dans des après-AMP où il n'y a pas d'enfant. Et voilà, je trouvais que c'était important
de remettre aussi les hommes un peu dans ce circuit-là, parce qu'ils ont aussi des choses à dire sur ce sujet. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. Mais oui, tout à fait. Nous, ce qu'on Et peut après, dire. je vous parle des autres questions. Ouais, oui, oui, oui. Ah bah, c'est primordial. Et moi, je constate dans les groupes de rencontres que j'organise que les hommes sont de plus en plus présents. Donc, il y a une majorité de femmes, mais au fur et à mesure enfin, voilà, il y a des groupes de rencontres, de parole très, on va dire un rythme très intensif depuis presque un peu plus de 2 ans. Et voilà, je vois qu'il y a de plus en plus d'hommes aux réunions, donc ils sont vraiment impliqués. Ils se considèrent vraiment comme partie prenante en fait du sujet et ils ont envie de s'exprimer. Et je trouve que c'est très beau et ça prouve que sociétalement on est dans une phase d'acceptation croissante et ça c'est plutôt très très positif pour le coup. Et de mon côté, moi, c'est plutôt les hommes, en fait, parfois qui interviennent dans les discussions. C'est plus par rapport à leurs femmes, justement. Comment les accompagner? C'est plus la question qu'ils viennent me demander. C'est effectivement comment épauler ma femme. Elle est en grande souffrance. C'est vraiment aussi quel est son rôle en tant que, en dehors de sa douleur à lui. C'est aussi de voir en tant qu'accompagnant, parce que malgré tout, effectivement, comme c'est la femme qui porte, on va dire, tout au niveau des traitements, dans ce sens-là plutôt. C'est vrai qu'effectivement, les hommes ne sont pas toujours considérés, et c'est le problème aussi sociétal aussi, où en général, quand on voit les filles, on le voit bien, le médecin, ça reste parfois souvent plus à la femme qu'à l'homme. Alors là, il y a une personne qui dit: merci pour ce sujet, 12 ans de PMA, 4 FIV en France, jamais un positif, infertilité inexpliquée, une FIV en Espagne, double don, mais rien n'a fonctionné, la PMA nous brise, l'impact psychologique est énorme et difficile de se reconstruire. Écoute, Maryse, on est désolé pour ton parcours, voilà, qui résonne malheureusement en nous. Voilà, ce qu'on peut te dire, c'est voilà, n'hésite pas chez BAMP. Alors, ça répondra aussi à la question d'autres personnes. Donc, chez BAMP, on organise des groupes de parole, en fait, en visioconférence, parce que c'est un sujet qui touche, voilà, qui est trans-région, qui touche toute la France. Donc, c'est en groupe de parole. On organise des groupes de parole. Alors, il y a 2 sous-thématiques à ces groupes de parole. Il y en a un type de groupe de parole pour les gens qui ont définitivement renoncé à la parentalité et un groupe de parole pour les gens qui arrivent en fin de parcours, pour qui ça ne fonctionne pas et qui se posent la question de quelle suite donner, en fait, quelles options si jamais la PMA ne fonctionne pas. Est-ce que ces gens-là, voilà, ils se posent la question, est-ce qu'on passe par un don de gamètes? Est-ce qu'on recourt à l'adoption? Est-ce qu'on renonce? Voilà, ce sont des gens qui sont à la croisée des chemins et qui peuvent donc échanger ensemble. Donc voilà, on organise ces 2 types de groupes de parole et ils sont annoncés sur le site BAMP, sur les réseaux sociaux BAMP. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à nos comptes réseaux sociaux pour être informé de ces groupes de parole. Alors pour information et en avant-première mondiale, j'organiserai un groupe de parole sur le renoncement, donc pour les gens qui ont renoncé à la parentalité la première quinzaine du mois de décembre, parce que voilà, je sais que la période des fêtes de fin d'année, notamment Noël, est très difficile à vivre pour les gens qui n'ont pas d'enfants. D'accord. Alors là, il y a quelqu'un qui nous demande si on pense que la prise en charge psychologique est suffisante pour les personnes suivies en AMP. Alors juste avant que vous répondiez, je vous invite à regarder hier matin, on a fait une conférence avec une psy qui travaille dans un service d'AMP. Donc là, c'était plus sur la grossesse et la parentalité après AMP. Mais elle explique bien, que tous les services d'AMP n'ont pas de psy à temps plein. Donc, il y a certains services, le psy, il est à mi-temps, voire à moins de temps. Et que 2, les patients eux-mêmes n'ont pas forcément envie ou l'idée d'aller voir un psy parce que, voilà, tout ce qu'on a dit, la PMA, ça va marcher, je suis positif, je n'ai pas besoin d'aller voir un psy. Donc, voilà, il y a toujours, je trouve, ces 2 entrées-là, c'est-à-dire la proposition médicale ou la proposition d'accompagnement et la manière dont nous, les patients, on veut s'en saisir ou pas, parce que ça induit tout un tas de choses. Vous voulez dire quelque chose ou je continue sur les...
Alors, Je ne vous vois bah, plus, je regarde coup, toutes les non, questions là. non, alors du coup, moi par rapport à ça, je peux parler par rapport à mon expérience d'art thérapeute, puisque j'étais art thérapeute avant de faire la PMA, et je suis toujours, mais du coup, j'étais plus sur les épreuves de vie, telles les cancers, les épreuves de vie différentes. Et bah, de ce fait, mon expérience a pu être enrichie et m'en servir pour accompagner aujourd'hui des gens dans le deuil de la maternité et de la parentalité, du coup. Je me suis spécialisée sans le vouloir, puisque c'est le parcours de vie qui m'a amenée aussi là. Et c'est aussi finalement quelque part grâce à ce parcours que je suis la personne aujourd'hui que je suis. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a des accompagnements qui peuvent être faits. Et mon objectif, c'est vraiment d'aider les personnes justement à ce que ces parcours-là soient valorisés et qu'aussi on rende visible ce qui est invisible. Puisque dans ce deuil, ce qui est compliqué, c'est que du coup, on n'a pas d'enfant. Et comment on fait pour le faire parler ce deuil si justement il n'y a pas de visibilité? Donc ça sera justement travailler en art-thérapie, par exemple, sur rendre visible l'invisible, pouvoir témoigner avec des images ou se projeter sur une reconstruction pour s'imaginer aussi avec cet enfant toujours avec nous, puisque quelque part, même si on n'a pas d'enfant réel, on a un enfant dans notre cœur puisqu'on s'est projeté parent. On a quand même fait ce parcours-là, on ne peut pas le nier et faire comme si de rien n'était. Et oui, ça c'est très intéressant, Ludivine, parce que c'est ce qui peut être envoyé aux personnes. Oui, mais pourquoi tu vas pas bien? C'est bon, t'as pas d'enfant, il n'existe pas. C'est pas un bébé qui est né et qui est décédé. Exactement. Et donc, mais sauf que voilà, la souffrance psychologique, elle a pas, comment dire, elle a pas de normes. Tu peux Non, et souffrir puis même quand il n'y a rien, et tu peux souffrir de ne pas avoir eu d'enfant, même et si puis c'est justement. important de pouvoir faire ce deuil-là. Et pour faire ce deuil-là, il faut aussi le rendre visible. Et en laissant justement s'en aller, on peut laisser la place à autre chose. Donc c'est aussi ça l'intérêt de travailler dans le deuil d'une manière aussi symbolique. Et par l'art, c'est l'intérêt justement de pouvoir symboliser les choses, puisque justement, on ne peut pas le faire autrement, puisqu'on n'a pas de réalité. Et là-dessus, on n'est pas entendu aussi au sein de la société. C'est très compliqué de pouvoir parler de ça. Et il est vrai qu'avec BAMP, l'intérêt d'être avec des pairs, d'être personnes comme nous, on peut parler à demi-mot sans avoir besoin de dire les choses. On se comprend d'office. Alors, merci pour cette non-culpabilité. Je me retrouve tellement dans ce que vous dites. Merci infiniment pour cette discussion. C'est très intéressant et courageux de votre part de partager tout ça. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose sur l'aspect courageux. Pour moi, je dirais que c'est nécessaire, mais bon. Alors, personnellement, moi, ça ne me demande pas un courage spécifique. Moi, ça m'a vraiment manqué, en fait, quand j'étais en parcours, de ne voir autour de moi, donc physiquement, dans mon environnement de travail, par exemple, ou sur Internet, que des gens pour qui ça marchait, que j'avais l'impression d'être le seul vilain petit canard avec des ovocytes tout pourris pour qui ça ne fonctionnait pas. Que voilà, moi je le dis, moi le premier jour du reste de ma vie, ça a été quand j'ai rencontré Bamp et Ludivine au groupe de parole. Voilà, moi ça a été vraiment le début du processus de deuil, de l'acceptation de cette nouvelle vie, etc. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de tendre la main à toutes ces personnes, à vous tous et vous toutes qui vivez ces événements aujourd'hui, vous dire non, mais vous n'êtes pas seuls. C'est possible, voilà, on veut vous dire que voilà qu'on est des tonnes malheureusement comme vous et que on peut on peut s'en sortir, on peut surmonter cette épreuve et on peut être heureux avec une vie tout à fait normale, j'ai envie de dire, sans devenir une super businesswoman ou je ne sais pas moi, faire des choses incroyables dans sa vie. Voilà, on a une vie tout à fait, j'ai envie de dire, oui, parce que c'est intéressant. Classique quelque part. On ne compense pas le manque d'enfants. C'est ça, c'est important aussi de ne pas compenser parce qu'effectivement, il y avait cette probabilité de dire bah voilà, j'ai pas d'enfants, donc je vais faire de l'humanitaire, je vais faire ci, je vais faire ça, alors qu'on n'a pas à avoir une vie différente par rapport à ça. Il ne faut pas se forcer à faire ça en fait. On n'a pas de. Enfin, nous, la manière dont on vit, c'est qu'on n'a pas de dette envers la société. C'est pas parce qu'on n'a pas on consacre pas notre temps à élever un être humain qu'on doit forcément fournir quelque chose d'extraordinaire à la société pour compenser. Écoutez, nous, voilà. En plus, c'est parce qu'on n'a pas d'enfants que notre vie est moins valorisante qu'une vie avec enfants. Exactement. C'est important de faire attention aussi à ça. Voilà, on a une vie tout à fait classique. On boit des bières, on prend l'apéro, on passe du temps qualitatif avec les gens qui comptent pour nous et qu'on aime. Puis je pense aussi que le temps fait les choses aussi, parce qu'au début, lorsque la fin du parcours PMA, on ne voit vraiment pas ce que peut être la vie sans enfant, les bénéfices en fait, on va dire. Il
peut dire des bénéfices. Voilà. Au début, on voit vraiment que ce qui ne va pas. Et c'est vraiment avec le temps qu'on se dit, bon, j'ai pas eu d'enfant, mais par contre, j'ai ça. Puis j'ai ça. Ouais. Donc petit à petit, on peut arriver à compenser un petit peu, si je peux dire. Alors, ça ne remplace pas un enfant, ce n'est pas la question. Mais en tout cas, les moments de bonheur viennent un peu plus après. Parce qu'au début, on voit que vraiment Exactement. On voit que ce qu'on n'a pas et pas le positif de ce qu'on a. Alors qu'effectivement, on a des choses aussi intéressantes à vivre. Et du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est grâce à ces parcours qu'on a pu se rencontrer aussi et faire des vies différentes. Et du coup, c'est très chouette qu'on peut vivre aujourd'hui, pour nous en tout cas. Et alors, par rapport à la question de cette personne dont le nom ne s'affiche plus, qui parlait de l'impact du stress sur l'échec en PMA. Alors, je vais te passer la parole, Virginie. Moi, j'ai une opinion assez tranchée sur le sujet. Moi, j'en ai souvent d'entendre les médecins dire il ne faut pas stresser, c'est toi. Enfin, voilà. Forcément, si tu n'y crois pas ou si tu t'inquiètes, ça ne marchera pas. Alors, je suis désolée, faire une FIV, ce n'est pas exactement comme prendre un comprimé de vitamine C tous les matins. Donc, forcément, ça génère du stress, que ce soit physique, à cause de l'impact des hormones, ou organisationnel, parce qu'il faut se dépêcher le matin d'aller aux examens, d'aller travailler, de faire la piqûre le soir, etc. Donc, c'est normal de stresser. Le stress, on le sait, à outrance, c'est pas bon pour l'organisme. Et que ce soit du stress généré par une FIV ou du stress généré par la peur d'échouer un examen ou toute autre raison, on fait au mieux en fait. On fait au mieux personnellement avec les moyens qu'on a et ça ne sert à rien de culpabiliser encore plus. Donc j'ai envie de vous dire, madame qui nous avait écrit ce message, je ne suis pas sûre que, comme vous dites, que ce soit étayé scientifiquement. Je ne suis pas sûre que le stress se mesure déjà scientifiquement. Je ne suis pas sûre qu'on vous fasse le tensiomètre ou je ne sais pas quoi avant de vous faire hormones. Tu sais, c'est les taux d'hormones, les hormones du stress. On peut mesurer l'hormone du stress en termes de volume, mais c'est important de rappeler. Oui, excuse-moi. Non, je me dis, il faudrait demander aux gens qui sont fertiles pour comment ça se fait. Je suppose qu'il y a beaucoup de gens stressés qui sont pourtant fertiles et qui ont des enfants, donc je ne pense pas que ce soit la question. Oui. La fertilité, c'est un ensemble de paramètres. Il y a la question de l'âge, la question des hormones, la question de tes trompes, la question de ton utérus, la question de ton âge, c'est la question des spermatozoïdes de ton mec quand tu es avec un homme et tout ça. C'est un ensemble de choses qui font que potentiellement ça peut marcher, potentiellement ça ne peut pas marcher. Et il faut rappeler que des gens qui ne sont pas fertiles, qui sont fertiles, les taux de potentielle grossesse par cycle, il est de 25%, ce qui est très faible parce que les humains sont des mammifères avec une très faible fertilité. Et on peut opposer aussi à ça les femmes qui vivent dans des situations de guerre, de violence extrême, de viol, donc avec des taux de stress qu'on ne connaît pas en France, on va dire, qui arrivent à avoir des enfants. Donc, voilà. Oui, alors ça, on en a parlé, les centres qui ne prennent pas. Alors, le livret, alors ça, c'est le livret qui doit être remis obligatoirement aux patients. C'est quelque chose qu'on a fait remonter régulièrement à l'Agence de la biomédecine, dans tous les groupes de travail qu'on fait avec eux. On en a parlé encore récemment, là, en fin novembre, dans un groupe de travail sur le guide des bonnes pratiques et l'information qui doit être délivrée aux patients. Et voilà, on en parle à chaque fois. Il faut que les médecins ou les centres d'AMP puissent vous le remettre parce que c'est obligatoire. Virginie, ce livret, est-ce qu'il n'est pas en téléchargement disponible sur le site de l'Agence de biomédecine? Sur le site de l'agence, vous avez un espace où tous les documents publiés par l'agence, que ce soit sur le don de gamètes, sur l'accès aux informations identifiantes pour les adultes nés d'un don, sur la santé des femmes et des enfants, et donc sur le parcours d'AMP, tout ça est téléchargeable sur le site de l'agence. Et du coup, Déborah, je te laisse aller voir pour télécharger sur le site de l'Agence de biomédecine pour télécharger ce guide. Et si tu ne le trouves pas, tu peux nous mailer et on cherchera, on verra le lien. Alors là, il y a une personne qui cherche des groupes de parole. Alors, les groupes de parole, il y a les centres d'AMP proposent des groupes de parole.
enfin, certains centres d'AMP proposent des groupes de parole. Vous pouvez rencontrer les psychologues des centres d'AMP, vous pouvez rencontrer les psychologues ou les sophrologues ou les gens qui font de l'acupuncture ou de l'art-thérapie comme Ludivine par exemple en dehors des centres d'AMP. Et puis les associations, et notamment la nôtre, nous proposent des groupes de parole. Donc soit des groupes de parole en présentiel, dans certaines régions, enfin dans les villes de France où il y a des bénévoles, soit comme l'a dit Sandrine, en visio. Donc, tous les groupes de parole sont organisés par les bénévoles. Donc, dans ces groupes de parole, c'est des gens qui, soit c'est un groupe de parole généraliste sur l'AMP en général, et donc voilà, les gens sont dans ce processus-là, soit des groupes de parole sur, par exemple, le don de gamètes ou l'après-AMP. Et donc là, c'est des gens qui sont dans ces processus-là qui vont être proposés. Alors, nous, nos groupes de parole sont gratuits. Ils ne sont pas ouverts à tous, dans le sens où on fait attention que les gens qui participent au groupe soient vraiment des patients qui sont en protocole et pas, enfin, je ne sais pas qui, enfin, des journalistes qui viennent qui viendraient faire en sous-marin alimenter leurs articles. Voilà. Après, quand les gens reviennent à plusieurs groupes de parole, nous, on trouve que c'est bien que les gens puissent adhérer à l'association parce que ça veut dire qu'ils se retrouvent dans ce qui est proposé par les bénévoles et qu'ils soutiennent le projet. Et je le rappelle, les associations, elles ne fonctionnent pas d'amour et d'eau fraîche. Elles ont des dépenses pour faire vivre leurs actions. Et donc, les adhésions, c'est bien. Et en plus, nous, ça nous montre que ce qu'on vous propose vous fait du bien. Et puis après, il y a d'autres propositions qui sont payantes. J'en profite à ce sujet pour rappeler qu'en fait, à ce jour, Banque n'a pas de subvention publique, donc on fonctionne vraiment presque exclusivement à votre bon cœur, messieurs, dames. Voilà. Alors, il y a des gens qui ont plusieurs questions sur le groupe de parole. Comme l'a bien expliqué Sandrine et Ludivine, sur ce sujet-là en particulier, moi, j'ai connaissance des propositions qui sont faites par Sandrine. En France, en tout cas, je n'ai pas connaissance de d'autres associations ou d'autres groupes qui proposeraient des groupes de parole sur l'après-AMP. Spécifique. Après, ça dépend de chaque. Après, c'est des actions plus individuelles, on va dire. Après, des choses qui peuvent s'organiser, mais individuellement, peut-être pas en collectif. Je ne sais pas exactement. Comme ce sont parfois des actions qui peuvent se faire indépendantes des collectifs. Alors, il y a. Alors, moi, pardon, je voudrais répondre à la question de Céline qui demande si un suivi psy aide plus ou en complément de groupe de parole. J'ai envie de te répondre, Céline, si tu ressens le besoin d'un accompagnement psy, il ne faut pas hésiter à y aller en fait. Je pense que le parcours PMA, c'est un parcours où on s'oublie complètement parce qu'on est en fait dans le move du protocole, on fait ce que les médecins nous disent de faire, on est complètement happé en fait par ce process. C'est important d'avoir un peu de recul et de sentir qu'on est maître quelque part d'un peu de choses là-dedans. Et si tu ressens le besoin d'échanger ou de te faire accompagner au niveau psy par un professionnel, il ne faut vraiment pas hésiter à le faire. C'est important d'écouter ses tripes, en fait, d'écouter ton ressenti, ton besoin et de le suivre. Je pense que ça t'aidera au moins à te dire, alors je n'ai pas le pardon de faire d'utiliser un terme anglais, mais ça te permettra de retrouver un peu d'empowerment, d'avoir l'impression de prendre quelque chose en main en fait dans tout ce protocole subi. Donc écoute ton instinct, écoute tes envies et fais ce qui te semble bon. Alors, comment faites-vous pour trouver un sens à la vie après tous ces échecs? Il m'arrive de culpabiliser après les échecs. 4 livres, 3 textes. Merci. Alors, écoute, Kumba, je suis désolée pour tous les échecs que tu vis. Je pense qu'effectivement, ça doit être très, très... Enfin, je sais que c'est très, très difficile à vivre et vraiment, on compatit toutes. Il ne faut pas culpabiliser parce qu'en fait, tu peux rien. Tu peux vraiment rien. C'est vraiment, c'est corporel en fait. Si demain, je sais pas moi, tu développais une tumeur à tel ou tel endroit de ton corps, tu culpabiliserais pas parce que tu peux rien. L'infertilité, c'est pareil en fait.
on n'y peut rien. C'est pas quelque chose sur lequel on a une prise. Donc, vraiment, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment, essaye de t'enlever de l'idée en fait que c'est de ta faute. C'est vraiment, mais absolument pas de ta faute. C'est juste l'injustice de la nature. Il y a des gens fertiles et il y a des gens pas fertiles, comme il y a des gens blonds, bruns. Voilà, on ne choisit pas. En général, on est avec. Alors, et je pourrais me permettre aussi d'un petit mot par rapport à ça. Je trouve que quelque chose qui est intéressant, c'est faut aussi parfois accepter de ne pas aller bien pour aller mieux. Et ça, c'est extrêmement important aussi de pouvoir aussi accepter ça. Euh, c'est ce qui fait aussi avancer. Parce que le fait de ne plus être dans le déni de ça, c'est important aussi. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a permis de pouvoir avancer. Et c'est ce que je transmets aussi auprès des personnes que j'accompagne. C'est vraiment de travailler aussi sur cette souffrance et de pouvoir aussi l'exprimer, cette difficulté et cet échec. Pour arrêter justement de culpabiliser, de se dire, voilà, j'ai pas réussi ma vie. Effectivement, on n'a peut-être pas réussi la vie qu'on avait imaginée, mais par contre, peut-être qu'on va en réussir une qui sera encore bien mieux qu'on l'avait imaginée. Oui, et surtout dans la société actuelle, je trouve qui vraiment insiste lourdement sur faut être positif, faut Ouais. être tout le temps content, faut pas être malade, il faut être beau, il faut être comme si. Enfin, tu vois, c'est un peu la dictature de la positivité attitude que je remets pas en question. Hein. Je dis pas qu'il faut qu'on soit tous dépressifs, mais quand justement tu es dans une situation qui te tire vers le bas, qui est douloureuse, difficile, et tu te dis oh là là, bah oui, c'est de ma faute, je suis pas assez positif. Bah non, on a le droit, et je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis, Ludivine. On a le droit d'être triste, on a le droit de l'exprimer, et il faut le traverser ce truc-là. Et des fois, ça va durer plus ou moins longtemps. Il va falloir être plus ou moins accompagné parce que c'est dur à vivre. Mais il faut que ça puisse être là et que ça puisse être exprimé, que ça puisse être vu et entendu par des gens qui vont bien le prendre et t'accompagner, te faire du bien. Mais il ne faut pas cacher ça, quoi. C'est fondamental en fait, c'est hyper important parce que c'est comme voilà, c'est important de pouvoir aussi visualiser ça et de pouvoir exprimer cette souffrance. Car si on l'exprime pas, du coup, on la rejette quelque part et on fait comme si de rien n'était, alors qu'on peut pas faire comme si de rien n'était. On a vécu ce parcours, on s'est projeté en tant que parent, donc c'est extrêmement important de pouvoir aussi le vivre. Alors il est vrai que voilà, c'est pas du tout facile parce que ça demande aussi de pouvoir se projeter, de pouvoir accepter aussi de rentrer dans une grande souffrance parce que forcément on revit des choses. Mais finalement, moi par rapport à ça, je peux parler des carnets de deuil que je peux faire avec certaines personnes. Je me rends compte que ces carnets de deuil, qui au départ c'est vraiment un carnet de deuil, devient au bout d'un moment un carnet de transformation et ça devient plus du tout quelque chose de forcément négatif et on va voir d'autres ouvertures possibles. Voilà, donc c'est malheureusement pour voir la lumière, on passe par l'ombre, on n'a pas le choix. Et alors, pour répondre à ta question, Kumba, comment trouver un sens à sa vie après les échecs, c'est très intéressant comme question et plusieurs personnes me l'ont déjà posé pendant les groupes de parole. Donc, moi, je ne suis pas Harry Potter, à mon grand désespoir, même si j'ai des lunettes. Je n'ai pas de baguette magique. Moi, ce que je réponds à cette question, c'est, moi, à titre personnel, ma vie, elle avait déjà un sens avant de chercher à être parent. Moi, ma vie est, enfin, et la vôtre aussi. La vôtre, à vous tous, votre vie, elle a déjà un sens avant d'être parent, avant d'avoir commencé ces étapes. C'est-à-dire que je pense que tous, autant que vous êtes, il n'y en a aucun qui n'a rien fait de sa vie ou qui n'a fait que des choses subies et contraintes avant de vouloir avoir des enfants. Donc, c'est là tout l'enjeu en fait de l'accompagnement adapté, c'est comment vous aider à voir le sens qu'a déjà votre vie, qui a fait que vous en êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui, hein, avant de commencer tout ça, et comment remettre ces priorités ou en mettre d'autres au cœur de votre action au quotidien. Et c'est ça en fait, c'est ça le sens, parce que votre vie, elle a déjà un sens. Alors peut-être que c'est pas celui que vous aimeriez, que vous auriez aimé, mais j'ai envie de dire l'avantage en fait de ne pas avoir d'enfant, c'est qu'on a tout notre temps et on peut le consacrer à nous-mêmes. On a moins de temps contraint que les parents. Et du coup, on peut s'occuper de nous-mêmes et se dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie? On peut se reconstruire en fait. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie? Quel sens j'ai envie de lui donner? Et c'est ça qui est difficile au début, c'est cette angoisse de la page blanche. C'est un peu le vide. Socialement, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'avoir en fait, cette page blanche. De se dire, je suis complètement libre de faire ce que je veux. Bon, libre en fonction quand même de notre métier, de nos moyens financiers, etc. Mais
voilà, j'ai la possibilité d'écrire ce que je veux sur ma page blanche, de sortir du cadre, en fait, assez traditionnel voilà, de la famille avec enfants. Qu'est-ce que je vais en faire de cette page blanche? Qu'est-ce que je vais faire dessus? Et c'est vrai que ça fait peur au début. Ça fait peur parce qu'on n'a pas l'habitude. Encore une fois, autour de soi, on n'a pas forcément de modèle comme ça. C'est ça, puis Ou alors, sociétalement, c'est compliqué. ou alors les modèles qu'on a, c'est, je ne sais pas moi, des gens qui sont partis faire de l'humanitaire, qui sont partis faire 5 fois le tour du monde à cloche-pied en sac à dos. Bon, on n'est pas obligé de faire des choses extraordinaires pour être heureux. On n'est pas obligé de tout ça. Voilà, il faut se reconnecter à soi-même, c'est ce que je dis, retrouver son enfant intérieur et pour pouvoir faire ce qui nous plaît en fait de notre vie. Et alors, Kumba, si tu veux, je t'invite à rejoindre un futur groupe de parole pour échanger avec des pairs sur le sujet. Mais voilà, c'est vraiment un sujet qui revient souvent et sur lesquels on échange. Chacune et chacun donne ses petits tuyaux sur le sujet. Alors, il est déjà 12h11. Je pense qu'on pourrait en parler longtemps. C'est très intéressant. Mais... On va continuer. Je ne sais pas si tu dois partir, Virginie, mais nous, on peut continuer avec les questions. Non. C'est pas que je dois partir, mais c'est juste que les gens se... Il y a un timing, oui. Tu vois, quoi, parce que sinon... ça peut être le sujet d'une rencontre, justement, par rapport voilà, à ça. c'est ça. Il y avait quelqu'un qui peut développer, tout à fait. Ouais, mais c'est très intéressant. Tout le monde vous remercie. Et attendez, si j'appuie là. Comment trouver des professionnels de confiance pour nous accompagner? Est-ce qu'on a une liste? Alors, tu avais commencé une liste, Virginie, je crois, sur le site de BAMP. Tu avais commencé à faire une liste de professionnels. Oui, Après, mais c'est très compliqué, c'est très subjectif. Alors, je pense que l'intérêt, c'est aussi de voir la personne. Moi, ce que je propose aux personnes que moi je rencontre, c'est de faire un premier entretien. Donc, je pense qu'il y a d'autres personnes qui doivent faire ça aussi. C'est de rencontrer la personne, voir effectivement le ressenti, si vous êtes à l'aise, de pouvoir aussi savoir un petit peu les parcours. Alors, pour trouver des spécialistes spécifiques par rapport à la pré-PMA, c'est quand même très compliqué. Oui, mais c'est quand même un sujet de niche, clairement. Mais il y a quand même des gens cependant compétents qui peuvent être aussi bien, pas forcément dans ce domaine-là, mais qui ont cette ouverture-là, en tout cas, et cette... Le ressenti compte vachement, en fait, la manière dont vous vivez, parce que voilà, tel professionnel qui, moi, va me convenir, ne va pas forcément convenir à Ludivine. Donc, c'est vraiment voilà, très, très personnel. Subjectif, voilà, il faut essayer et il faut se faire confiance, en fait. Il faut faire confiance à son ressenti. En général, en plus, quand on a fait un parcours de PMA, on a subi des médecins, excusez-moi, qu'on n'aurait pas forcément choisi parce que voilà, le feeling ne passe pas forcément. Profitez-en d'être complètement libre en fait de votre choix dans l'après-PMA pour choisir celui qui vous convient. Et normalement, un professionnel, j'ai envie de dire, il n'a pas spécialement à être spécialisé dans l'après-PMA sans enfant. Il devrait pouvoir vous accompagner pour tous les sujets. Moi, la thérapeute que j'avais vue, elle n'était pas du tout... elle était elle-même mère de famille, mais elle m'a... je pense qu'elle n'avait pas souvent vu de personnes qui n'avaient pas eu d'enfants, mais elle m'a merveilleusement accompagnée. Donc, voilà, ce n'est pas forcément un critère de choix ou de non-choix, en fait. Ce qui va compter, ça va être effectivement le feeling. Mais je pense qu'il y a quand même des choses à rappeler. Il faut quand même des gens qui ont fait des formations. Tu peux peut-être en parler, Ludivine, mais des formations validées par la formation française, par soit des formations universitaires. Alors, il faut voir les syndicats. Moi, en général, voilà, moi, je suis partie d'un syndicat. Il faut repérer un petit peu tout ce qui est syndicat, tout ce qui est les thérapeutes. Il faut voir vraiment les collectifs, comment ils ont été référencés, effectivement, et les formations. Éviter les formations des gens qui sont formés à distance. Voilà, c'est important aussi qu'il y ait une formation qui soit bien validée sur plusieurs années. C'est important. Parce que malheureusement, comme on disait, il y a beaucoup de gens qui surfent aussi sur cette vulnérabilité qu'on a lorsqu'on sort d'un parcours PMA. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Donc, voilà, soyez vigilants et faites-vous confiance aussi par rapport à ce que dit Sandrine. L'intuition est importante, mais effectivement, de voir un petit peu la référence des personnes, quel parcours ils ont pu faire et de quelle manière ils vont vous accompagner et dans quoi ça vous engage. C'est important de savoir aussi l'engagement dans lequel vous allez rentrer aussi avec la personne. Et à quel tarif aussi? Parce qu'il y a, tu vois, là, il y a eu le rapport de la mise du livre là, qui est sorti et qui disait les dérives sectaires et tout ça. Donc, je pense que quand on est en parcours d'AMP, on est fragile. Et quand on est après un parcours d'AMP sans enfant, on est encore plus fragile. Et donc, il faut faire attention à ne pas tomber chez des illusionnistes qui vont
Vous proposez monts et merveilles, mais surtout de vous demander de payer des tarifs prohibitifs. Et ce que je voulais préciser aussi, c'est que ça peut être un accompagnement donc avec des psychologues ou des psychiatres quand il y a une souffrance qui nécessite peut-être des médicaments, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais on peut aussi être en dépression et donc avoir vraiment besoin d'un accompagnement médicamenteux. Donc là, il faut voir un psychiatre. Ça peut être ce qu'on a dit un peu, sophrologue, hypnothérapeute, des choses qui sont validées par des formations universitaires. Mais ça Et peut la être d'autres choses. kinésiologie aussi, qui peut fonctionner, qui est aussi validée par des diplômes et qui... Oui, Voilà. mais ce que je voulais dire, c'est que ça peut être autre chose. Donc la Ludivine, elle représente l'art-thérapie, qui est une approche qui est assez peu connue, je trouve, mais qui propose quelque chose avec un support de la création, que ce soit, je peux expliquer Ludivine, mais écriture ou faire Oui, des c'est choses. l'écriture. Effectivement, il y a différents médiums, ça dépend de chaque art thérapeute est différente. Donc moi, c'est effectivement par rapport à mes sensibilités artistiques. Donc ça va plus être effectivement, au départ, j'ai plus un parcours de comédienne, de théâtre. Au niveau du clown, j'étais clown à l'hôpital. Mais voilà, du coup, c'est plus maintenant par rapport au carnet de deuil. Je travaille beaucoup plus maintenant sur l'écriture, sur la peinture, puisqu'il y a des techniques créatives en fait, qu'on m'a transmises aussi pour exprimer certaines émotions. Et ça passe justement aussi bien par l'écriture que par l'aquarelle ou par différents, ou même le modelage. Donc voilà, c'est des techniques en fait qui moi me servent aujourd'hui pour mettre au profit des émotions et pour que les personnes puissent s'exprimer et pouvoir les accompagner, comme tout à l'heure tu l'as dit très justement, pour être vraiment en connexion avec soi, pour retrouver un petit peu la confiance en soi. Puisqu'avec ce parcours PMA, on est quand même très malmené, on ne sait plus où on en est. Au bout d'un moment, on est vraiment lessivé, quoi. On sort d'une machine à laver. Mais ça peut aussi être des approches plus corporelles comme de la danse ou comme disait Sandrine, retrouver ou aller vers des choses qui à un moment donné nous faisaient envie, je sais pas, la Zumba ou Le l'escalade, jardinage, il y le a plein de... jardinage. Voilà. C'est retrouver sens effectivement avec soi et avec ses émotions, avec ce qui pourrait nous faire du bien. Faire des choses qu'on aime avec des gens qu'on aime. Voilà. Alors, il y avait une question sur les hommes. Est-ce que c'est vécu différemment par les hommes? Donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais là, il n'y a pas d'hommes devant l'écran pour pouvoir nous dire ce qu'ils en pensent. Mais qu'est-ce que vous avez à en dire, Sandrine et Ludivine, la place des hommes et le vécu des hommes par rapport à ça? Alors, je pense que, comme ce que disait Ludivine tout à l'heure, voilà, les hommes, ils ont on va dire une double, difficile pour eux, je pense. une double problématique, c'est d'accompagner leur femme qui vit très, très mal cette situation hein, dans sa chair, qui est meurtrie par les traitements. Et voilà, je pense qu'ils ont vraiment ils se sentent impuissants parce qu'ils peuvent pas, voilà, ils n'arrivent pas à consoler leur conjointe. Et malgré toute voilà, leur bonne volonté, l'enfant n'arrive pas. Ils n'arrivent pas parfois aussi à enlever la culpabilité à la femme. Parce que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais je pense qu'il est évoqué dans les groupes de parole en parcours. C'est la culpabilité, en fait. Quand il n'y a qu'une personne dans le couple qui est infertile, voilà, moi, dans mon cas, c'est moi, la femme, on se sent vraiment coupable d'être celle à cause de qui il n'y a pas d'enfant, en fait, dans le couple. On se dit, ah, mon conjoint n'est pas père à cause de moi. Et voilà, et quand l'homme essaye de nous convaincre que c'est pas grave, en fait, qu'il nous aime plus que le fait de devenir père et que c'est ça qui compte davantage, l'histoire d'amour, que le fait d'être papa, voilà, c'est quelque chose qui est assez difficile en fait à vivre et que voilà, donc parfois il faut convaincre la femme parce que tellement nous on est focalisé sur l'échec des traitements et le fait de pas devenir parent, en fait, d'être celle à cause de qui ça n'arrive pas. Donc voilà, les hommes sont assez et ils ont leur souffrance à eux propre pour laquelle ça ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment un double. C'est pas facile pour eux. Non, c'est pas facile. Puis ils sont pas forcément très représentés aussi parce qu'on leur donne pas toujours la parole aussi. Et quand on leur donne, en fait, ils sont pas toujours visibles en fait. Je sais que tu avais organisé à un moment donné un groupe de parole sur les hommes. Sur les hommes, c'était il y a quelques temps déjà. Ouais. On a eu 0 participant. C'est toujours très compliqué. Hein, voilà. C'est quand même. On aurait dû dire que c'était un groupe de brassage de bière. Peut-être qu'il y aurait plus de monde. Bière et PMA, prochain parcours. Voilà, bière et PMA. Alors, merci pour ce témoignage qui plus de l'engagement de ces deux
ces deux femmes chaleureuses et joyeuses. Merci. Le raisonnement à l'enfant, le renoncement, oh là là, j'arrive même plus à lire moi. Le renoncement à l'enfant est, me semble-t-il, un des points les plus sensibles à penser et donc à accompagner, alors qu'il est fondamental. Voilà, tac, tac, tac. Comment faire partie des groupes de parole? Ça, on l'a déjà dit, mais on peut peut-être. Et est-ce que vous faites des groupes de parole en visio? On l'a dit aussi. Alors, je vois une question sur les accompagnements en art-thérapie. Alors, les art-thérapies, c'est Ludivine, c'est pas moi. Donc, c'est moi-même, mais du coup, il faut juste aller sur le site, site Parchemine, c'est plus simple, comme ça, vous trouvez directement. Voilà, parchemine.fr. Et là, vous trouverez toutes les informations à ce sujet, où j'explique un petit peu mon parcours également. Voilà. Alors, ensuite, je vois combien de temps pour vous remettre de l'échec de la PMA, comment s'est passé ce processus. Intéressant cette question. Alors là, bon, on n'a pas beaucoup de temps, mais... Alors, juste une chose, c'est marrant parce que c'est la question que moi j'ai posée à l'époque, je l'avais posée alors je ne sais plus, à Pamela, qui est américaine, qui est connue dans le monde de la pré-PMA sans enfants, mais plutôt anglophone, américaine. Et j'avais posé cette question-là et qui m'avait dit que ça avait pris plusieurs années pour elle. Et après, alors, c'était en fait très relatif. Et il y avait aussi Clotilde qui avait posé cette question auprès de sa psychologue, qui lui avait dit que c'était le nombre d'années autant que d'années qu'elle avait passé à essayer d'avoir un enfant. C'était à peu près similaire pour elle. Donc voilà, c'est vrai que pour moi, par ma part, j'ai mis 10 ans à essayer d'avoir un enfant. Donc je me dis, c'est peut-être pas 10 ans pour se remettre non plus. Non, parce que ça serait quand même très compliqué. Donc c'est très subjectif. Mais en tout cas, je sais que... Alors, le problème de ce parcours, c'est qu'on pense qu'on a fini, mais quelque part, on vit toujours avec cette faille quand même en nous. Il faut juste savoir que le temps fait les choses, mais on a toujours cette blessure en nous. Il se peut très bien qu'aujourd'hui, il y ait des choses qui peuvent pour l'une ou l'autre raviver. Déclencher quelque chose. Ouais. Donc voilà, on sort pas complètement genre comme si de rien n'était. On vit avec cette faille, mais cette fragilité, cette cicatrice, elle se cicatrise au fur et à mesure avec une espèce d'un petit pansement et qui parfois, selon les moments donnés de la vie, on peut les avoir réactivés. Donc voilà, mais le temps pour chacun est très subjectif. Mais voilà, en tout cas, il ne peut pas dire non plus d'échelle d'ordre donné. Oui, c'est difficile parce que c'est très personnel en fait. Ça dépend de la personne qu'on était avant. Voilà, ça dépend, comme disait Virginie, si pour les gens qui veulent des enfants depuis qu'ils ont 15 ans, ça sera forcément différent. Bien sûr, il faut se projeter différemment. De personnes pour qui ce n'est pas le cas. Moi, personnellement, ça a effectivement mis plusieurs années avec au début un gros moment d'armes. Et puis, ça remontait petit à petit. Et puis, parfois, ça redescend un petit peu. Et puis, ça remonte. Donc, c'est pas quelque chose de linéaire. Alors, je suis nulle en maths. Oui, de linéaire. Oui, c'est ça, linéaire. Oui, linéaire. En tout cas, c'est toujours des allers-retours. Et voilà, il y a des petits allers-retours. Il y a parfois des choses, on croit que ça va bien, etc. Et puis, on va voir quelqu'un qui passe avec une poussette, je ne sais pas, avec un enfant dedans qui pourrait ressembler à celui qu'on aurait eu et ça va nous déclencher quelques larmes. Donc, c'est très... Même si ça peut paraître difficile à vivre, en fait, il faut accepter ces émotions parce que les refouler, ça ne fera que amplifier le phénomène. Il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis, il faut nettoyer, il faut vider. Et ce sont des émotions en plus très légitimes. Alors, on peut ne pas avoir envie de les montrer à tout le monde. C'est sûr que se mettre à pleurer en plein centre commercial parce qu'on a vu une poussette avec un enfant dedans, c'est pas confortable. Mais il ne faut pas se cacher pour autant non plus. Ça fait partie de vous, ça fait partie de la vie. On est tout à fait légitime d'être là, on est légitime de ressentir ce qu'on ressent vu notre vécu. Et en fait, on n'a pas à se cacher. Donc, voilà, je sors un peu de l'intitulé de la question, mais ça reste, c'était très important à dire, je pense. Et c'est quelque chose qu'on évoque beaucoup pendant les groupes de rencontres entre patients chez BAMP. Donc, c'est Spectateur Anonyme qui a posé la question, mais voilà, si vous êtes concerné, n'hésitez pas. Alors est-ce que statistiquement, là, même le lire, j'y arrive pas. Statistiquement, les couples restent ensemble après un parcours PMA se termine sans enfant. Alors, je voudrais dire que statistiquement, il y a des couples qui se séparent pendant le parcours PMA. Et ce n'est pas l'échec qui fait la rupture. Il y a des couples, il y a même des couples qui se séparent à l'annonce de l'infertilité. Alors oui, j'ai envie de dire de la même manière au début qu'on vous disait qu'il y a peu d'infos disponibles sur le taux d'échec en PMA. Les couples qui se séparent post-échec PMA, autant vous dire qu'on n'a rien du tout.
Et que, voilà, après, il n'y a pas non plus de date enregistrée. C'est quand la date, en fait, je renonce à être parent. Est-ce que c'est la date à laquelle on est sorti du centre d'AMP? Est-ce que c'est le moment où on se l'est dit dans notre tête? Est-ce que c'est le moment où on l'a verbalisé à notre conjoint? Est-ce que c'est le moment où on l'a annoncé à notre famille? Est-ce que tout ça, en fait, c'est pas un phénomène aussi clair, en fait, aussi limpide. La décision, elle met plus de temps à mûrir. Donc, ça rend les statistiques inexistantes encore plus difficiles à qualifier. Donc, alors, il y a Karine qui nous pose une question sur la limite. Oui, c'est vrai qu'on a abordé. Et bien, la même chose, Karine, vous allez être très contente de notre réponse. La limite, c'est très personnel. Oui, c'est sûr, c'est personnel. Par contre, c'est vraiment la question de se poser jusqu'où je suis prête à aller pour cet enfant, ce désir d'enfant, jusqu'où je suis prête à aller. Donc, c'est important de faire la balance aussi de ce que je suis prête à accepter et de voir le renoncement aussi par rapport à ça. C'est de se questionner, de se dire est-ce que je vais jusqu'au bout de ça? Est-ce que je vais pouvoir encore aller dans ce protocole-là? En fait, c'est mettre ses limites. C'est-à-dire que pour chacun, ça va être subjectif, comme tu l'as dit. Et il est vrai que nous, au bout de 10 ans, on s'est dit voilà, on se donne un temps limite parce qu'au bout d'un moment, sinon, on allait passer notre vie à faire que ça. Et physiquement, on devenait épuisé aussi. Donc, il y a aussi la limite physique de ce que je peux endurer. Il y a des personnes pour qui la limite, on l'a pu le voir dans les différents témoignages, ça peut être dès la première annonce d'infertilité. C'est-à-dire, moi, je m'arrête là. Donc voilà, il n'y a pas à juger à savoir si c'est bien ou pas bien, c'est pas la question. La limite, elle se fixe en fonction de soi et de son désir d'enfant. Il est important de discuter aussi avec son conjoint. C'est une question de couple aussi. Ça dépend si c'est une démarche individuelle ou une démarche de couple aussi. Et c'est important de se dire que vous êtes maître de votre limite et que vous avez le choix de continuer ou de ne pas continuer. Vous avez le choix de vous dire non, là, c'est trop, j'en peux plus, je suis trop fatiguée, je veux faire un break et je verrai si je reprends après ou pas. Et c'est important, vraiment dans ce process où on est happé par tout ce protocole qui est très normé, avec beaucoup de contraintes au quotidien, important de se dire que on a notre mot à dire quelque part. Et les limites, bah, ça fait partie de ce mot à dire. C'est très personnel. Et on peut se dire, quand on commence un parcours, moi, j'irai au bout des 4 FIV parce que je veux tout tenter, parce que je veux tout essayer. Mais on peut changer d'avis. On peut se dire, non, mais là, la première FIV, j'en ai fait une, je l'ai très mal vécue, c'était une catastrophe, physiquement, je suis épuisée, je veux plus. C'est tout à fait légitime en fait. On peut changer d'avis. La vie, c'est pas figé, c'est pas linéaire. Faire des pauses aussi, ça peut être aussi faire des pauses. Ça peut aussi être ça aussi, être simplement aussi faire des pauses pour essayer de voir un petit peu comment ça se passe quand j'ai pas la PMA qui prend tout le dessus. Pouvoir faire des pauses, c'est important aussi de pouvoir équilibrer aussi sa vie personnelle et d'avoir des moments de calme, ce qui n'empêche pas de reprendre après si besoin est. Mais ça va pouvoir prendre un peu de recul et faire un peu le point. Et c'est important de le faire en communiquant et en accord avec le conjoint. Parce que même si, on l'a dit tout à l'heure, les FIV, la PMA, on a l'impression que c'est surtout la femme qui est l'interlocuteur des médecins, que c'est la femme qui subit et qui décide, jusqu'à preuve du contraire, sauf pour les femmes qui entament cette démarche seule, mais jusqu'à preuve du contraire, la FIV, c'est un processus à deux quand on fait une FIV intraconjugale normalement, et du coup, ça se discute à deux. Et justement, pour essayer de limiter au maximum les heurts dans le couple que ça génère, malheureusement presque automatiquement, c'est vraiment important de communiquer à l'autre sur son mal-être, sur ses envies, sur les changements d'opinion qu'on peut avoir. Ça fait vraiment partie en fait du fait que le processus est mieux digéré, j'ai envie de dire. Alors, il y a des gens qui nous disent que, alors, je ne sais pas combien nous sommes aujourd'hui, donc il y avait tout à l'heure il y avait 46 personnes qui étaient connectées, mais il y a aussi des hommes. Mon mari écoute, donc il y a des gens qui sont connectés et qui écoutent à deux. Une autre personne, là c'est un homme qui parle, qui dit « Je suis un homme et je me sens parfois impuissant par rapport à la tristesse de ma femme. » Ouais. Donc là, vous y avez un peu répondu sur la question de la communication, mais c'est vrai que les hommes et les femmes, ils ne gèrent pas les sujets de la même façon, ils ne gèrent pas les émotions de la même façon.
Et donc, ça peut créer beaucoup d'incompréhension mutuelle. Et c'est vraiment important de pouvoir communiquer ça, de communiquer entre soi. Et si vraiment on n'y arrive pas, il y a aussi des gens qui peuvent, des psys qui peuvent accompagner la communication intra-conjugale. Comment dire à son conjoint qu'on veut arrêter la PMA? Alors ça, écoute, oui, ça me parle particulièrement puisque moi, je me suis retrouvée dans ce cas-là. Je sais pas je ne sais pas quelle est la manière de le dire, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de lui dire en fait. Quand on disait tout à l'heure que c'était très important la transparence de l'information du corps médical envers les patients sur les taux d'échec, en fait, juste pour savoir où on va. Votre conjoint, il a droit à la vérité aussi. Il a droit de savoir ce que vous ressentez, où vous voulez aller, si vous voulez arrêter le parcours. Et il faut vraiment lui dire, parce que si vous ne lui dites pas, vous allez l'un l'autre prendre deux chemins en fait séparés. Et je ne suis pas sûre que ce soit très bon pour le couple à terme. C'est important qu'il le sache. C'est vraiment important qu'il le sache. Et vous pourriez vous-même avoir une bonne surprise, entre guillemets, où votre conjoint peut vous dire « mais moi aussi, j'ai envie d'arrêter la PMA ». Donc, vous pouvez être chacun dans votre coin à penser la même chose et à ne pas oser vous le dire parce que vous avez peur de la réaction de l'autre. Mais c'est un sujet vraiment important et il faut vraiment l'évoquer, en fait. Votre conjoint, c'est votre moitié. Il a autant son mot à dire que vous dans le parcours et il est vraiment partie prenante, en fait, de tout ça. Et voilà, pour moi, vous lui devez la transparence qu'on demande au médecin, on la doit à son conjoint aussi. Oui, après, c'est vrai que c'est intéressant parce que dans mon cas, je parlerai peut-être des expériences que j'ai pu avoir en atelier. Il y a des personnes pour qui c'était compliqué de pouvoir s'exprimer. Donc, du coup, je leur ai proposé de faire quelque chose de créatif, de le faire sous forme de lettres, par exemple, ou de le faire différemment, pour exprimer les choses, mais d'une autre manière, un peu en décalé. Parce que trouver les mots justes avec l'émotion qui vient, ça peut être difficile aussi à l'oral. Donc, trouver peut-être une manière de pouvoir le formuler, peut-être artistiquement. Enfin, quand je dis artistiquement, c'est surtout déjà peut-être de l'écrire, de mettre en mots les choses, hein, déjà, pour l'écrire même pour soi. Alors, il y a deux sujets qui me semblent importants et dont on n'a pas du tout parlé. Il y a d'autres questions, mais sur des choses qu'on a déjà évoquées. Donc, voilà. La question, j'aimerais savoir s'il y a toujours de la souffrance, même une fois le deuil de la parentalité fait. On en a parlé un petit peu, effectivement. On en a parlé un peu. Des allers-retours, justement, ce sont des allers-retours. En fait. Voilà. Et après, alors moi, ce que je peux te dire, à toi qui as posé la question et dont je ne vois plus le prénom, Élodie, voilà, moi, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, donc bon, ça fait presque 10 ans maintenant que que j'ai commencé le processus, mais que j'ai arrêté, ça fait moins de 10 ans quand même, mais j'ai envie de dire qu'il n'y a plus du tout de souffrance. Il y a de l'émotion. C'est-à-dire que quand je fais les groupes de parole banque, quand j'anime ces rencontres, j'ai de l'émotion parce que ça me touche forcément beaucoup d'entendre ces parcours. Moi, je suis quelqu'un de très sensible, c'est-à-dire je suis un petit peu une éponge à émotion, donc ça me touche et ça m'arrive souvent de verser quelques larmes pendant les rencontres, mais c'est pas de la, en fait, comment dire, c'est pas de la souffrance, voilà, c'est plus de l'empathie et moi, personnellement, au quotidien, en tout cas, de ne pas avoir d'enfant, ça me fait pas souffrir. Je suis triste pour les gens qui voudraient en avoir et qui n'arrivent pas à en avoir, mais moi-même, je n'en souffre plus. J'ai réussi en fait à construire ma vie à deux, puisque moi j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est resté avec moi, même si je ne pouvais pas avoir d'enfant et qui est un monsieur formidable. Donc voilà, j'ai eu la chance de construire ma vie avec lui et qu'on modèle notre vie en fait exactement comme on le souhaitait. Alors bon, exactement, pas complètement, vu que voilà, on n'est pas millionnaire et qu'on peut pas faire tout ce qu'on veut exactement, mais voilà, d'avoir un quotidien qui correspond à ce qu'on a voulu, à ce qu'on a construit. Et j'ai l'impression voilà, de vivre ma meilleure vie en fait. Et comme je dis souvent au groupe de parole, s'il y avait une cigogne qui me déposait un bébé devant ma porte,
eh ben aujourd'hui, j'irai la porter à quelqu'un d'autre, en fait. Parce que, voilà, moi, dans ma vie, aujourd'hui, il n'y a plus de place pour un enfant. Il y en a eu à un moment donné, quand on était en parcours, mais il n'y en a plus aujourd'hui. Et voilà, donc je suis vraiment très épanouie. Je ne sais pas si ça se voit par cette vidéo. Et je changerai ma vie pour rien au monde. Alors moi, je ne serais pas aussi, enfin, je ne pourrais pas parler de la même manière, en tout cas par rapport à mon vécu. Moi, je pense simplement que la souffrance, elle vient tempérer avec autre chose de positif, en fait. C'est-à-dire que la souffrance, elle était très présente au début, mais à force de l'avoir exprimée, d'avoir pu la mettre en mots, en images pour ma part, d'avoir pu aussi faire quelque chose aussi, à trouver mon deuil, mon rituel créatif pour moi de deuil que j'ai pu trouver, ça m'a aidé aussi à avancer là-dessus. Et du coup, la souffrance, elle a pris moins de place. Et ça a laissé la place pour autre chose, du coup. Donc voilà, et ça n'empêche pas qu'il y a des moments donnés où la souffrance peut revenir, mais elle sera effectivement beaucoup moins forte, comme tu l'as dit. C'était pas la même, effectivement, la émotion sur une échelle de 0 à 10. Au départ, elle était à 10. Maintenant, effectivement, elle va peut-être être à 6 ou à 7, mais elle sera quand même là. Mais elle sera moins importante. Voilà. C'est très intéressant ce que vous dites. Alors, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est la sexualité au sein d'un couple après les parcours d'AMP et donc la question du deuil. Et il y a quelque chose de la reconstruction. Enfin, il faut que le couple retrouve une organisation de couple Absolument, qui a été mis à mal par l'AMP, par le désir d'enfant et par le fait que ça n'arrive pas. Et la sexualité, c'est une de ces briques de la construction du couple. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus ou pas? Disons que c'est assez subjectif, c'est assez compliqué. Et puis là, on est dans un cadre qui n'est pas approprié pour en parler comme ça, je pense, pour ma part en tout cas. Moi, par contre, je peux en parler de la maladie. Moi, j'ai une endométriose, donc ça veut dire que la sexualité a déjà été mise à mal, déjà très abîmée par la suite, par ce fait de la maladie. Donc, il est vrai qu'après, effectivement, au-delà de la sexualité, c'est surtout la relation de couple, tout simplement. C'est retrouver la confiance en soi et la confiance en son couple. La sexualité vient aussi de là, la confiance en l'autre, la confiance, voilà, par rapport à la personne, se retrouver, parce que c'est vrai que ça. Mais je pense que c'est pareil, que ce soit avec enfant ou sans enfant. Je pense que la sexualité, elle est perturbée dans tous les sens du terme avec cet événement-là qu'est la PMA, de toute façon. En fait, ce qui est important pour moi, c'est que quand on a vécu la PMA, en fait, c'est vraiment un tourbillon dans notre vie. Parce que la PMA, ça prend toute la place. Et moi, mon vécu, c'est que j'avais le temps de rien faire d'autre. Et quand la PMA s'arrête tout d'un coup brutalement parce que ça ne fonctionne pas, mais on voudrait retrouver notre vie telle qu'elle était avant de commencer la PMA, mais malheureusement, ce n'est pas un mouton on-off. On ne la retrouve pas automatiquement. Et ce qui est, en fait, ce qui est le phare un petit peu, la lumière à laquelle on peut se raccrocher, c'est mais qui j'étais avant de faire la PMA. J'avais un couple, j'avais une sexualité, j'avais des choses qui me convenaient ou qui ne me convenaient pas. Ben, il faut que je retrouve les choses qui me convenaient et que j'arrive à changer les choses qui ne me convenaient pas pour avoir une vie satisfaisante. Et c'est en ça que justement se faire aider pour atteindre ça, en fait, pour moi, c'est ça qui doit être l'objectif, c'est ce quelqu'un que j'étais avant la PMA, il n'a pas disparu. Il est toujours là. Il est juste KO par les épreuves de la PMA. C'est intéressant, je ne vois pas du tout de la même manière, c'est rigolo, hein, parce que c'est intéressant de voir ce que chacun... Et c'est ça que j'adore, en fait, avec les échanges qu'on peut avoir avec Sandrine ou d'autres personnes, c'est qu'on ne vit pas du tout de la même manière les choses, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va s'enrichir l'un à l'autre. Mais pour ma part, tu vois, c'est pas du tout la même manière. Pour moi, je suis quelqu'un d'autre après la PMA. Alors qu'avant la PMA, j'étais encore quelqu'un d'autre. Je me suis rendu compte que même grâce à peut-être à l'inverse avec la PMA et n'ayant pas d'enfant, j'ai eu envie d'être encore plus vivante aujourd'hui. Oui, oui. Mais en fait, on change, mais on ne devient pas non plus une personne complètement différente. Ça dépend de chacun. Ouais. Franchement, je crois que c'est très subjectif. Mais voilà, mais c'est intéressant. Ouais. Bon, on pourrait faire des visios qui dureraient 3 jours. Oui, parce qu'il faudrait que tout le monde puisse s'exprimer. Donc là, il y avait, je remonte, il n'y a jamais eu autant de questions sur toutes les conférences que j'ai faites cette semaine, hein, juste pour vous dire quand même. Donc, oui, mais c'est un sujet tabou. Je pense qu'on a besoin de parler un petit peu de parole nécessaire. Alors, merci énormément pour ce que vous faites. J'ai hâte de pouvoir participer à un groupe de parole sur ce sujet, car je me reconnais énormément dans tout ce qui est dit et ça fait un bien fou. On se sent moins seul. Merci pour votre action. Merci beaucoup pour vos témoignages sincères. Voilà, vous avez beaucoup de remerciements.
Alors, je vois qu'il y a une question sur l'hyperstimulation ovarienne. Alors, je suis désolée, ce n'est pas du tout le sujet de la conférence. Moi, j'y connais rien en plus, donc je ne vais pas en parler. Il faut voir avec les médecins. Oui, voilà. Et puis, je pense que c'est plus peut-être un sujet d'une prochaine conférence, Virginie. Enfin, le groupe de parole, Virginie, ça pourrait être quelque chose qui intéresse les personnes. Est-ce que les questions, on pourra peut-être y répondre sinon ultérieurement? Est-ce que c'est possible d'y répondre éventuellement? Là, les gens font des témoignages aussi, mais... D'accord, oui. Alors, il y a Céline nous dit que le guide AMP sur l'agence de biomédecine n'est pas dispo. Est-ce qu'on pourrait mettre le lien sur le site BAMP? Virginie, je ne sais pas si c'est un truc qui est possible. Oui, c'est possible. Mais le nouveau site de l'association, il est encore un petit peu en travaux, mais dès que, voilà, on va s'y... Oui, c'est possible. Non, mais je reconnais, il y a beaucoup d'informations partout, mais des fois, on a du mal à y accéder. Mais, Voilà, et ben, je pense qu'on est au bout. On n'a peut-être pas forcément répondu à tout le monde, mais il y a des choses qui peuvent se envoyer par mail, sinon éventuellement, sinon peut-être. Je pense qu'on a à peu près. Non, mais il y avait des choses en fait qui sont arrivées au fur et à mesure de ce que vous avez expliqué, et donc en fait, qui avait répondu avant ou après que la personne ait posé la question. Ok, bah, écoutez, c'est parfait. Bah, écoutez, merci à tous. d'avoir été présents. Et pour les questions aussi. Et pour les questions, merci de vos remerciements, parce que du coup, on voit que on a tapé juste, si j'ose dire, et que voilà, ça répond à vraiment un besoin. Et c'est vraiment important de faire connaître cette partie sombre, et j'ai envie de dire, mais sombre parce que pas mise dans la lumière, de l'infertilité, à savoir que ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Et que voilà, il faut que ça soit connu et des patients et de l'entourage aussi, et du grand public de manière générale. Ben oui, mais c'est l'objectif de la semaine de sensibilisation, c'est à la fois de donner de l'information aux patients, aux personnes en parcours, qui sont sortis du parcours, qui ont des enfants pour qui il peut aussi se poser des choses, d'informer le grand public de l'existence des sujets et de la complexité des sujets, de leur intérêt, et puis aussi d'envoyer des informations vers les politiques, mais bon, c'est plus difficile de les toucher, on va dire, sauf... et aussi vers les médecins et les équipes médicales, parce que tout ce tout ce qu'on fait au niveau de l'association, des choses qui remontent dans les groupes de parole ou dans les discussions qu'on peut avoir, c'est des choses dont on fait quelque chose, c'est-à-dire que on fait entendre le point de vue des patients dans les instances publiques, donc l'agence de la biomédecine, ou quand on a des rendez-vous avec les politiques, mais aussi quand on est dans les groupes de travail avec les professionnels, avec l'agence de la biomédecine. Voilà, toutes ces choses-là sont remontées. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, le document qui doit être donné n'est jamais donné. Ça, on le dit, on le redit. La question des sujets que les psys ou que les professionnels extérieurs doivent aborder. Enfin, voilà, tout ça, ça contribue à essayer d'améliorer la situation dans son ensemble. Et effectivement, on ne peut pas traiter tous les sujets pendant la semaine, mais on a fait des semaines de sensibilisation depuis 8 ans dans lesquelles on essaye de faire des sujets différents. Voilà. C'était le mot de la fin pour moi. Écoutez, en tout cas, merci à tous d'avoir participé. Merci beaucoup Virginie, merci Ludivine. Merci. Et merci de ton accueil dans ton bel atelier. Écoutez, je vous dis peut-être à bientôt à un groupe de parole BAMP. Et voilà, vous avez mon adresse email. Si jamais vous avez des questions, collectif BAMP vivre sans enfants @gmail.com. Et je vous remercie et je vous souhaite, comme disait notre ami Michel Drucker, un bon dimanche. Bon, merci à vous, hein. C'était vraiment super. Merci. Bonne journée. À bientôt en tout cas. Au revoir.